Vas-y, Et vas-y. bienvenue. Je suis Guillaume de Marne, votre hôte pour ce webinaire, intitulé donc Lésions périarticulaires, ligamentaires et fractures du genou, qui reprend en partie le contenu des items 357 et 359. Ce webinaire fait partie d'une série de masterclass, la ECN Intergalactic Masterclass, dont l'objectif est de vous aider à voir, revoir, illustrer des items ou des groupes d'items, ainsi que de vous permettre de poser des questions en direct à des spécialistes. À l'origine de ce projet, on trouve une externe comme vous, Laure Vergeron, ainsi que le docteur Jean-Camille Mattei, qui est chirurgien orthopédiste à Marseille. Je les ai rejoints la semaine dernière pour les soutenir sur le plan logistique, du fait de l'ampleur que prend ce projet. On est presque 250 connectés à l'heure où je vous parle. Donc techniquement, voici comment ça va se dérouler. Notre intervenant, donc Jean-Camille Mattei, va dérouler sa présentation avec passion, passion qu'il va tenter de vous transmettre. Et cette présentation sera suivie d'une discussion. La discussion s'articulera autour de vos questions que vous aurez posées pendant ou après la présentation. Donc vous pourrez les poser en direct grâce au panneau qui est dédié donc à cet effet, ou alors directement par le chat. Je vois que tout le monde n'a pas de son. Si vous n'avez pas de son, vous ne pouvez pas entendre ce que je vous dis, donc je vais vous l'écrire, ne vous inquiétez pas. Peu importe, donc je vais introduire Jean-Camille, notre intervenant du jour, donc, qui est l'un des initiateurs de ce projet, qui est chirurgien-orthopédiste à Marseille, à qui je donne maintenant la parole pour son topo intitulé « Les lésions périarticulaires ligamentaires et fractures du genou ». Docteur Mattei, je vous remercie pour votre disponibilité aujourd'hui. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Guillaume. Je vois qu'il y a quelques personnes qui ont des problèmes de son, donc il faut apparemment autoriser Firefox à utiliser le micro. C'est Voin Voin qui nous le conseille, donc on ne peut que lui faire confiance avec ce pseudo. Donc je vois que j'ai apparemment fait passer une clinique de Keras, donc ça me fait plaisir de te revoir. Je ne sais pas qui tu es, puisqu'on ne se souvient jamais des externes. C'est bien votre malédiction. Mais on vous aime quand même énormément. Non, plus sérieusement, merci beaucoup à Laure, au final, qui, après une blague, a lancé un peu tout ça. Et on a enchaîné sur le cours sur les tumeurs osseuses. Et donc, dans la mesure où pas mal de gens confinés des externes n'avaient plus de cours, on a pensé que ça pouvait vous aider. Il y a aussi certaines personnes qui n'ont pas accès à des confs, donc du coup, ça nous fait aussi plaisir de pouvoir un petit peu vous soutenir à ce niveau-là. Et en essayant de faire des cours de manière un petit peu plus focalisée sur les choses qui pourraient vous gêner. Alors aujourd'hui, on a comment dire, un cours un petit peu autour du genou. Donc, comme vous le voyez, je suis quelqu'un de très organisé puisque j'ai marqué que lésions ménisco-ligamentaires, mais en fait, il y a aussi les fractures autour du genou et qui peuvent un petit peu être revêches sur les classifications. Alors, honnêtement, moi, votre nouvel internat avec les QCM, je le trouve parfois un petit peu coquin parce qu'on vous pose des choses qui sont de l'ordre vraiment de la spécialité. Donc, j'espère que le jour de l'internat, lors des IECN, vous ayez des choses plus adaptées à votre niveau, puisque c'est d'ailleurs aussi le but de la réforme que vous ne connaîtrez pas. Mais voilà, il y a des choses quand même qui sont très très précises. Mais bon, dans l'éventualité, on vous les posera. Je vais essayer de vous les présenter de manière un peu plus simple pour que vous puissiez bien les comprendre. Et puis aussi, vous aurez de toute façon ce topo qui sera sur la chaîne YouTube. Et donc, du coup, vous pourrez le voir et le revoir en famille. Et ça me fait plaisir. Voilà. Donc, merci encore à Laure de m'avoir poussé un petit peu à faire ça. J'essaye de faire quelque chose d'un peu clair et de vivant. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, pas trop, parce que maintenant, voilà, vous êtes pas mal de presque 300. Donc, j'essaierai de faire au mieux. Il y a uniquement 100 slides. Ne vous en faites pas. Je vais passer rapidement sur les trucs que vous êtes censés connaître, en tout cas qui sont dans absolument tous les cours. Il y a pas mal de précisions sur l'iconographie, surtout. D'accord ? Donc voilà, c'est parti. Donc moi, je suis chirurgien orthopédiste à Marseille, qui est une très belle ville pour se déconfiner. Et n'hésitez pas, en passant peut-être par Facebook ou par ce que vous voulez, si vous avez des questions sur cette ville au niveau de l'internat, j'y répondrai avec plaisir et je vous orienterai vers les gens
du syndicat, notamment, qui sont très actifs chez nous, et aussi dans d'autres villes, hein, mais je les connais ici, donc je peux vous le dire. Et puis voilà, n'hésitez pas, ça nous fait tous plaisir, en fait, quand vous êtes motivés. Donc, de vous avoir ici aussi ce soir, c'est cool, puisqu'on fait tout ça un peu en dehors de notre temps de travail, qui est d'environ 2 à 3 heures par jour. Donc voilà. Donc c'est parti, j'arrête de diverger. Donc en gros, voilà, je vais vous parler aujourd'hui tout d'abord des lésions méniscales, d'accord. Alors pour vous le situer un petit peu, en gros, c'est dans vos dossiers, ça sera soit l'adulte jeune et ça sera traumatique, d'accord. Si en gros ils ont moins de 15 ans, très souvent, c'est des histoires de ménisque discoïde, c'est-à-dire c'est des malformations. C'est quand même très spécifique, je pense qu'il faut le connaître de nom, mais le traitement, c'est absolument hors de question de vous interroger là-dessus, c'est très compliqué, même pour les surspécialistes, sachant qu'au-delà de l'adulte jeune, c'est-à-dire le quarantenaire, particulièrement ceux qui ont fait pas mal de sport, qui ont des métiers exigeants sur les membres inférieurs, ça deviendra plutôt du dégénératif. Il faut que vous gardiez en tête que c'est très souvent le ménisque interne qui est atteint parce que tout simplement c'est le moins mobile, donc c'est celui qui est le moins susceptible de s'adapter aux contraintes auxquelles il est soumis. Donc vous avez en gros au niveau de l'anatomie très simple hein, des structures anatomiques qui sont en forme de C. Donc du fibrocartilage, quand on voit en paire opératoire, c'est quelque chose de vraiment très très dur. Hein. Donc du coup c'est quelque chose d'assez résistant pour la plupart des gestes de la vie quotidienne, mais dès qu'on va un peu au-delà, eh ben, ça commence à trinquer. La corde antérieure de ces ménisques, elle est insérée en avant des épines, et la cône postérieure, elle est insérée en arrière des épines, avec des points d'attache qui sont au final très étendus tout autour de la capsule, avec des ligaments interméniscaux. Enfin, c'est des structures qui sont très stables, sachant qu'en revanche, il y a une structure qui s'adapte aux contraintes du genou et à la mobilité, c'est le bord interne, qui est libre et qui va bouger en fonction et s'adapter en fonction de la flexion-extension du genou. Le problème, c'est que ce bord interne est peu vascularisé et donc c'est en plus celui qui sera le plus souvent atteint et qui cicatrise mal, du coup, puisque peu vascularisé, alors que la périphérie qui est attachée à la capsule est très richement vascularisée et cicatrise assez bien, et c'est aussi, du coup, la zone préférentielle pour pouvoir être susceptible d'être réparé. D'accord. Donc, alors juste un truc, est-ce que vous voyez quand je bouge ma souris? Est-ce que vous voyez ce que je montre? Non. Ah, Non, quelle tristesse. Donc Guillaume, je peux pas. Hein. non, tu peux pas. Ok. Bon, donc là sur la photo de gauche, ce que vous voyez à gauche, c'est le ménisque externe, d'accord, qui est, on va dire, plus en forme de O que de C, mais toujours en forme de C. Et le ménisque interne est un peu plus étalé, vous le voyez, donc là il a été abîmé, et il est plus vraiment en forme de C. Donc ce que vous voyez en haut à droite, là c'est la vascularisation. Donc ça détermine 3 zones, la zone 1 tout à gauche qui est très vascularisée, la zone blanc-rouge, la deuxième avec les petits vaisseaux qui est un peu moins vascularisée mais qui l'est quand même. Et après vous avez le bord libre qui est la zone dite blanche et qui cicatrise moins. Donc là, vous avez en bas une vue arthroscopique, donc vous avez le fémur en haut, le tibia en bas, et entre les deux, là, cette petite langue qui ressemble au final à une palourde, et ben c'est le ménisque. Ouais, donc là, vous voyez, il est tout joli, il est tout mignon, il est design à la Apple. Donc ça, c'est un ménisque normal, d'accord. Donc pour vous l'ayez en tête, mais on va en reparler. En gros, le ménisque, lui, il est responsable de la congruence articulaire, c'est-à-dire qu'il y a une notion de stabilité qui est induite par le ménisque, puisqu'il est en forme de cupule, donc il maintient votre fémur. C'est un amortisseur, il répartit aussi les contraintes, et donc il s'adapte à ces contraintes de par sa mobilité. C'est surtout le ménisque externe qui est susceptible de le faire. La physiopathe, donc en général, quand vous êtes sur la lutte jeune, c'est traumatique. Donc, par exemple, tous les mécanismes en torsion appuyée, on vous parlera souvent de foot, de ski. Donc, c'est des lésions par compression. C'est les sports pivots, hein, comme je viens d'en parler. Alors, on vous dit que c'est la rotation externe, la rotation interne. C'est pas forcément facile à faire préciser par les gens. Mais très souvent, de toute façon, les gens vont vous décrire un mécanisme relativement violent quand même. Et voilà. Donc, en gros, ce qui peut se passer, c'est que soit vous avez une rupture qui est verticale et qui va créer une fente, donc une languette, et qui risque de faire une petite languette qui va se coincer et créer des blocages, d'accord. Si vous avez une rupture
qui s'étend en fait dans le corps du ménisque. On va le voir un petit peu sur les schémas. Vous pouvez créer une anse de saut, hein, la célèbre. Et puis après, vous avez les ruptures horizontales, c'est-à-dire dans l'épaisseur au final du ménisque, qui se voit un peu plus difficilement, par exemple en arthroscopie, parce que vous êtes à l'intérieur du ménisque, mais qui sont tout aussi embêtantes, puisque vous avez une lésion du ménisque, qui est un organe qui est très très important dans la stabilité et la biomécanique du genou. D'accord. Donc là, vous voyez un petit peu tous les différents types. Et à gauche, donc c'est votre rupture horizontale qui, en s'étendant, peut arriver au stade ultime, qui est au final la rupture en anse de saut. Au milieu, vous avez la languette, hein, qui peut elle aussi se luxer, faire des blocages qui peuvent se réduire en fonction de la position des genoux. Et à droite, c'est la rupture horizontale dont je vous parlais, hein, qui est dans le corps du ménisque et qui est qui est visualisé à l'IRM de manière assez typique, mais ça on le verra un petit peu aussi. Donc là, vous voyez là sur la photo tout en bas à droite, ça c'est vraiment la rupture transversale. Donc vous voyez, ça vous crée une languette qui, elle, peut aller se glisser entre le fémur et le tibia et créer un blocage, tout comme d'ailleurs la rupture en anse de saut, mais qui est en général plus difficilement réductible. Donc, au-delà de 40 ans, on y revient, c'est les lésions dégénératives, un peu comme la coiffe des rotateurs dont on avait parlé pour ceux qui étaient présents. Non, il y a 15 jours maintenant déjà, le temps passe vite. Et donc voilà. Donc soit vous avez un trouble d'axe, par exemple, quelqu'un qui est en varus, il va abîmer son ménisque interne en priorité. Vous pouvez avoir des problèmes intra-méniscaux comme la chondrocalcinose, donc qui modifie ses propriétés biomécaniques et qui l'expose plus facilement donc à des déchirures, puisqu'il n'est pas aussi adaptable, on va dire, aux conditions biomécaniques. Et puis après, voilà, vous avez plusieurs types de traumas qui peuvent atteindre différentes zones. Et puis voilà, le ménisque externe, il faut savoir qu'il peut y avoir des kystes mucoïdes avec des lésions horizontales, mais ça, c'est peut-être un peu moins important. Donc là, vous voyez, à gauche, c'est un ménisque normal, et à droite, c'est un ménisque anormal. Donc là, typiquement, ça, c'est le ménisque dégénératif, d'accord. Donc avec toutes les petites fanfreluches que vous voyez un peu partout, là. Donc le pull qui s'effiloche, c'est un peu ça. Et donc, j'ai pas de pointeur, mais en gros, vous voyez tout ce qui est effiloché en périphérie. Et ben, si vous allez un peu plus au milieu de l'image, ça, c'est le tibia. Et vous voyez, au milieu, il y a une zone d'ulcération. Vous voyez que le tibia n'est pas aussi doux et type faïence, on va dire, que l'image de gauche. Donc ça, c'est une chondropathie, d'accord. C'est-à-dire que vous avez une perte du cartilage au niveau du genou. Ça, c'est son aspect typique en arthroscopie. Donc, au niveau de la clinique, vous pouvez avoir des blocages aigus. Si vous avez un patient qui se retrouve aux urgences en semi-flexion, très souvent, ça va être une anse de saut. La flexion est possible, par contre, c'est l'extension qui ne l'est pas. On peut éventuellement essayer de le réduire par manœuvre en rotation, mais si c'est des gens qui, par exemple, n'ont jamais connu ce type d'épisode et qui ne savent pas comment remettre les choses en place, un peu comme au final les patients qui se luxent l'épaule, et ben, c'est des patients qui vont consulter aux urgences avec la luxation d'anse de saut avec un genou en flexum irréductible. Sinon, en général, c'est des signes qui sont peu spécifiques, qui peuvent se rapprocher éventuellement de ceux de l'arthrose, hein, au final. Donc, si vous êtes, dans la mesure où c'est souvent le ménisque interne qui est atteint, vous pouvez avoir des douleurs au niveau du compartiment fémorotibial interne, donc c'est ça, c'est FTI. Des pseudo-blocages, parce que vous avez soit une languette de saut, soit une petite languette, pardon, soit des petits effilochages, comme on a vu, qui peuvent se coincer entre le tibia et le fémur. Vous pouvez aussi avoir des sensations de dérobement et d'insécurité, puisque c'est aussi un organe qui est responsable de la stabilité. Il n'y a pas que les ligaments croisés et latéraux. Donc, il faut quand même vérifier les autres laxités, c'est ce que je vous ai marqué. Mais vous pouvez avoir des vrais dérobements à cause d'un problème méniscal. Et ensuite, vous pouvez avoir des mini-arthroses parce que vous avez une souffrance intra-articulaire avec une synthèse de liquide inflammatoire. Donc, voilà. Ensuite, tac. Au niveau de l'examen physique, c'est un peu pareil que les signes fonctionnels. Vous avez des choses à connaître au niveau, on va dire, des noms propres et des tests. Donc, vous avez dit le cri méniscal ou le signe de Houdard. Donc, c'est vraiment une palpation hyperalgique à la palpation de l'interligne antérieure, et vous faites une extension progressive qui, en fait, va mettre en compression le ménisque en extension et donc sensibiliser la manœuvre.
vous avez le test d'appli ou grinding test qui est, en gros, le grinding, c'est par écrasement. Donc, vous mettez le patient en décubitus ventral et en fait, vous appuyez sur son genou et, donc, ça, c'est le grinding test. Le signe du ressaut, donc c'est le test de McMurray. Donc, en fait, vous faites une extension progressive en rotation externe ou interne. En fait, vous démasquez un petit peu l'instabilité qui est due à la lésion du ménisque. Les marthroses et l'arthrose, donc ça, vous faites, vous savez, vous palpez le cul-de-sac quadricipital et du coup, vous avez le signe du glaçon, hein, vous sentez que la rotule flotte dans quelque chose. Vous pouvez aussi être orienté par le morphotype si la personne est en varus. Vous pouvez avoir une amyotrophie si jamais le patient a ces douleurs de manière chronique et se sert moins de son membre inférieur. Et vous pouvez aussi avoir une laxité frontale ou sagittale qui est due à d'autres lésions qui peuvent être associées. Ça, c'est le problème de l'orthopédie de manière générale. Il faut toujours faire gaffe. Il n'y a pas forcément qu'une seule chose qui se passe. Donc, si tu permets que je t'interrompe, on a 2 questions dans le chat sur la slide 11, donc la slide précédente. Encore une. Alexandre Martel qui demande donc, pas de blocage horizontal, mais plutôt conversion de développement. Voilà, les lésions horizontales, elles sont un peu moins à risque. Après, voilà, si vous avez vu un petit peu là comment ça peut être, tac, ouais. Si vous avez cette image-là au niveau du schéma en bas à droite, si vous avez une languette comme ça, vous pouvez quand même avoir des pseudo-blocages. Après, si vous avez une fissure qui ne libère pas une languette, il n'y a pas de raison effectivement d'avoir de blocage, effectivement. Et ensuite, il y a Perales qui pose une question. Pour les genoux en varus, ça donne une lésion de la corne postérieure du ménisque interne. Alors, essentiellement, ça donne une lésion du ménisque interne, évidemment, en varus. Après, effectivement, c'est plus souvent sur la cône postérieure puisque vous travaillez en flexion et quand vous marchez, notamment quand vous montez et descendez des escaliers, c'est le ménisque, la partie postérieure du ménisque qui va se mettre en compression et donc du coup vous allez avoir au final une lésion plus favorisée au niveau de la corne postérieure, mais bon, enfin c'est vraiment de la théorie, d'accord, vous pouvez un peu tout voir. Donc voilà, c'était pour vous remontrer tout ça. En haut à gauche, vous avez en gros surtout la palpation de l'interligne, donc vous avez le cri de Houdard si jamais vous avez un patient qui a très mal. Au milieu, c'est le grinding test, donc vous voyez, vous appuyez franchement pour mettre en compression avec vos bras les ménisques du monsieur. Et donc le bonhomme là à droite, là vous fait le signe de McMurray avec une extension progressive et de la rotation interne et externe. Vous voyez la petite flèche en bas, donc qui en gros fait schématiquement râper les ménisques contre le fémur et le tibia. Donc voilà. Ensuite, vous faites toujours des radios standards. En gros, c'est le bilan d'arthrose, hein, puisque vous pouvez très bien commencer à avoir des signes de chondropathie. Et l'IRM, ça sera quand même, vous le savez, l'examen roi, d'accord. Ça fait le bilan de tout ce qui est partie molle et des chondropathies, donc l'atteinte du cartilage. Donc ça, c'est vraiment l'examen qu'on va tout le temps prescrire. L'arthrographie, ça fait un peu le même bilan que l'IRM, et ça ne se fait plus, d'accord. Et l'arthroscopie, il faut vraiment que vous reteniez quelque chose, c'est que c'est seulement thérapeutique. On ne fait jamais d'arthroscopie à titre diagnostique, ou alors c'est exceptionnel. On ne fait pas une arthro juste pour voir ce qui se passe dans un genou, parce qu'on rentre dans un genou que quand on est sûr de ce qu'il y a et de ce qu'on peut y traiter, d'accord. Donc, en gros, il y a une chose qui est importante quand vous voyez une IRM, c'est que il faut faire la distinction entre la vascularisation et ce qui se passe au niveau de pathologique au niveau d'un ménisque. Donc là, vous avez, c'est vraiment embêtant que j'ai pas la flèche là, Guillaume. Donc, en gros, là, sur l'image de gauche, c'est vraiment difficile. Là. Je ne peux pas trop vous montrer. S'il n'y a pas de pointeur, c'est très frustrant. Là, vous avez la flèche orange. Vous voyez qu'il y a un œdème dans le plateau tibial. Et on va peut-être essayer de faire un partage d'écran. Qu'est-ce qu'on dit, Guillaume? C'est possible, tu vas pouvoir PowerPoint. Je l'ouvre sous forme de PowerPoint, là? Oui, et ensuite, l'option sur la gauche. Et pardon? Et ensuite, sur la gauche,
de l'appli webinaire, tu as l'option Share Your Screen, juste au-dessus de celle qu'on a utilisée pour uploader ta présentation. Diaporama PowerPoint. Ouais. D'accord. Ouf. Donc là, il faut que j'avance à mort. Ah, mais là, du coup, là, tu vois, Guillaume, par exemple, là, si je montre un truc. Non, j'ai toujours la présentation originale. C'est pas la souris. Hein. Mais là, je pense pas que tu sois en partage d'écran. Là. D'accord. Ok. Je suis désolé pour ça, les amis. C'est la première fois qu'on essaye sous webinar. Alors. Peut-être écran entier. Tac. Là, par exemple, tu vois la flèche, Guillaume? Non. Ah là là. Essaie de décrire avec un mot. Comment? C'est pas simple. C'est pas simple. Alors, tac. Tac. Là, on voit. Qu'est-ce que tu vois, Guillaume, là, par exemple? Oui, nickel. Tu vois la souris? Oui, tout à fait. Ouais. Ok. Bon, on va rester comme ça pour être sûr, hein, les amis. Donc. Mets-toi en plein écran, alors. Ouais, mais après, je crois que ça foirait. Là, tu me vois toujours, la souris? C'est bon. Ouais. Donc là, vous voyez, en gros, il y a des choses pour que vous puissiez vous repérer quand on vous pose des questions là-dessus. Bon, vous êtes sur un profil, le ménisque, il doit toujours ressembler à un triangle, que ce soit sur la face, donc en coupe frontale ici, que sur le profil, donc en coupe sagittale. Les coupes transversales, on s'en sert assez peu. Et en gros, là, vous voyez, le ménisque aussi doit ressembler à un triangle sur les coupes sagittales, d'accord? Donc là, je suis désolé, je suis en plein écran, je vois plus vos questions, donc on les posera à la fin. Donc en gros, là, je sais pas si vous voyez, mais vous voyez, il y a un peu de gris dans le ménisque. Ça, il faut faire attention, il ne faut pas le prendre pour une lésion. Ça, c'est la vascularisation. Justement, c'est ce qui est périphérique. En revanche, vous le distinguez très clairement du côté contralatéral. Vous voyez qu'il y a vraiment une fissure à l'intérieur du ménisque ici, que vous ne pouvez pas louper. Et en plus, vous avez une impaction avec un œdème osseux au niveau du plateau tibial ici. Donc ça, c'est super important. Et comment est-ce qu'on peut se repérer justement sur le genou dans une IRM? Bon, alors évidemment, en antérieur, vous avez la corde antérieure et en postérieur, la cône postérieure. Mais c'est surtout sur le versant latéral ou interne, parfois, on ne vous le met pas. Donc au niveau latéral, vous voyez, il y a cette petite échancrure-là, et en fait, c'est l'endroit où s'attache le ligament latéral externe. Et ça, vous ne l'avez que sur le côté externe. Vous avez un autre petit truc dont on parlera, c'est qu'ici, vous avez le ligament croisé antérieur, et le ligament croisé antérieur, il s'insère sur le versant externe de votre, sur le condyle externe. En fait, d'accord? Donc, du coup, c'est deux petits signes pour vous dire que là, c'est pas le côté externe qui a été atteint, c'est le côté interne, et en plus, ça tombe bien puisque c'est plutôt le ménisque interne qui souffre, d'accord? Donc, vous voyez, je vous remets un petit peu ce truc, là, vous voyez, là, le côté externe, c'est là où il y a la fibula, et vous voyez, c'est cette petite échancrure là ici, qui en fait signe le côté interne. Quand vous n'avez pas forcément la fibula sur les coupes, ça peut vous aider un petit peu à vous repérer, d'accord? Donc ça, c'est un petit truc. Donc vous voyez, ça c'est quand les ménisques sont normaux, c'est vraiment des triangles, qu'on soit sur la face ou sur le profil. Ils sont très noirs, d'accord, et dès que vous avez des hypersignaux francs à l'intérieur, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc vous voyez aussi, ce qui est assez blanc ici, c'est le cartilage, d'accord. Le cartilage, il est plus blanc chez les personnes jeunes parce qu'il est très hydraté et il diminuera en signal sur les séquences T2 quand les patients vont vieillir, d'accord. Vous avez un autre truc, c'est que de manière générale, bon là vous voyez, ça ici en 5, c'est la fibula, donc vous savez que vous êtes du côté externe, et le plateau tibial externe, il est un peu plus convexe, d'accord, que le plateau tibial médial, d'accord. Donc le médial, il est vraiment
Je vais essayer de vous le montrer après sous la forme d'une cupule. Donc là, vous voyez, c'était pour vous remettre en gros, je pense pas qu'on puisse vous demander est-ce que sur une IRM, la lésion, elle est horizontale, transversale. On peut peut-être vous demander horizontale sur des coupes que je vais vous montrer, mais c'est difficile parce qu'il faut pouvoir analyser la lésion sur plusieurs coupes. Donc déjà, peut-être qu'on peut vous demander corne postérieure, antérieure, ménisque latéral ou bien médial. Déjà, c'est pas mal. Et déjà aussi, est-ce que vous avez une lésion? Donc là, vous voyez, du côté gauche, vous avez ces petits éléments floculeux là, à l'intérieur qui sont en fait des lésions de ménisques plutôt dégénératifs avec des micro-traumatismes probables. Tandis qu'en bas à droite, vous avez vraiment une rupture qui est franche. Hein, vous la voyez en hypersignal à l'intérieur de l'hyposignal, parce que tout ce qui est fibreux est très noir à l'IRM. Donc ça ne vous laisse pas de doute. Donc là, vous voyez, le plateau tibial, il est plutôt ici, il n'est pas du tout. Enfin, vous allez voir comment c'est le vrai concave. Donc ça, c'est plutôt du plateau tibial externe, et donc vous pouvez dire, bah, j'ai une lésion de la corne postérieure du ménisque externe. D'accord. Voilà. Donc là, voilà, c'est éventuellement là où on peut vous demander comment est la lésion. Comme je suis en coupe frontale ici, d'accord. Et ben, vous voyez, si jamais ma coupe frontale montre très clairement la ligne de la lésion du ménisque, d'accord. Donc là, vous voyez, vous savez que vous êtes du côté interne. Déjà, c'est plus fréquent, comme on l'a dit. Et en plus, en bas à droite, en bas à gauche, pardon, vous avez la fibula. Donc vous savez qu'ici, c'est le ménisque interne. Et si vous voyez uniquement les condyles, comme vous voyez ici, on est plutôt postérieur. C'est une petite astuce. Et donc, du coup, vous savez que vous avez potentiellement du coup, une lésion horizontale de la corne postérieure du ménisque interne. D'accord. Donc voilà, si vous la comparez par rapport à cette coupe ici, vous voyez qu'il y a clairement quelque chose de pathologique qui se passe à l'intérieur. Vous avez même aussi dans les parties molles une infiltration inflammatoire, donc vous savez qu'il s'est passé un truc aussi, c'est un signe indirect. D'accord. Donc là, c'est pour vous montrer un peu tous les types d'aspects qu'on peut avoir. D'accord. Donc là, vous voyez très bien la lésion en hypersignal dans ce triangle noir en hypodense. Vous avez aussi cet aspect-là qu'on peut retrouver quand on le compare à gauche. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose de pathologique. Voilà, donc là, c'était pour vous montrer, pour que vous voyez bien en fait le côté interne. Vous voyez, c'est vraiment une cupule qui est très creusée et donc vous pouvez repérer sur l'IRM. Sachant que, je crois que vous l'avez mis après, donc voilà. Voilà, sachant que là, par contre, vous avez ici, donc vous voyez que c'est relativement plat, c'est pas creusé, donc ça c'est plutôt du plateau tibial externe, donc c'est du ménisque externe. Là, vous voyez bien la lésion, il n'y a pas de souci. Là aussi, vous voyez une lésion à l'intérieur du ménisque, ça c'est pathologique. Alors que là, vous voyez, c'est du ménisque qui est sain, et vous voyez, vous avez une petite vascularisation ici à l'intérieur, il faut faire gaffe. Je ne pense pas qu'on puisse vous le mettre parce qu'il y a des risques de se planter, mais vraiment on vous mettra quelque chose d'évident. Enfin, l'internat n'est pas fait que pour vous planter. Donc effectivement, là vous avez un petit hypersignal, mais c'est juste que c'est des petits vaisseaux du ménisque. Un truc. Du coup, juste un truc pour que vous puissiez le voir, l'arthroscanner, ceux qui étaient là pour les pathologies de l'épaule, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire qu'on va injecter du liquide de contraste dans l'articulation, qui va venir mouler au final l'articulation en une photo en fait en négatif, d'accord. Donc là, vous voyez ici, ça c'est le produit de contraste, et ça c'est que le cartilage au final, ce qui est en noir. Et là, vous avez le produit de contraste qui le moule. Et vous voyez qu'ici, il s'est infiltré. Donc, vous avez le cartilage qui a disparu ici. Donc, ça, c'est pas mal du tout pour dépister les chondropathies. Et là, je vous en remonte un autre. Ça, il est pas mal du tout pour vous parce que vous voyez, donc du coup, là, on a injecté le produit de contraste que vous suivez ici. Hop, là, il s'infiltre. D'accord. Donc, vous savez que le cartilage, il a trinqué à ce niveau-là. Et puis, vous voyez aussi un truc, c'est qu'il s'est infiltré dans le ménisque derrière. Donc, ça, c'est le ménisque. Donc, ça fait aussi des images très précises des lésions méniscales. Le problème, c'est que vous êtes un peu invasif puisque vous injectez quelque chose dans le genou et qu'on le réserve en général, je ne sais plus si je vous l'ai mis, oui, non, on le réserve en général
plutôt pour les bilans de chondropathie chez le sujet jeune, d'accord, où l'IRM est peu contributive, pour savoir exactement un petit peu où sont localisées les zones qui souffrent et savoir si elles sont en zone portante, pour savoir si on va plutôt opérer ces gens-là ou pas. C'est très très précis, donc ça, vous n'avez pas à le savoir. Mais voilà, c'est pour que vous ayez une idée de la tranche de l'arthroscanner. Donc, diagnostic différentiel, je ne vais pas y revenir. Enfin, vous avez plein de choses qui peuvent miner au final des douleurs à l'intérieur du genou. L'examen du genou, il n'est pas forcément simple. Il est assez peu contributif sur la localisation des douleurs. Mais parfois, ça peut être évocateur. Mais vous voyez, en fait, vous avez quand même plein de choses qui peuvent vous donner des douleurs du genou et qui peuvent être responsables d'anormalité en fait à l'examen clinique. Au niveau du traitement, il y a un truc que vous devez absolument retenir, ça j'espère que vous l'avez vu dans tous vos cours, c'est qu'il faut conserver le ménisque à tout prix. On n'est plus dans les années 80 où on enlevait facilement des bouts de ménisque parce qu'en fait ça fait décompenser les arthroses. Donc on enlève un ménisque vraiment que si on est chez quelqu'un de 40 ans avec des vrais blocages et qui est, on va dire, peu actif. D'accord. Donc, il y aura toujours quand même quelque chose, c'est la rééducation et le renforcement musculaire, sauf évidemment, si vous êtes en blocage aigu, on va éviter de les faire souffrir, on n'est pas des monstres. Mais en gros, je pense que si vous avez un truc qui peut tomber, c'est l'anse de saut. D'accord. Donc, vous allez avoir, comme on a dit tout à l'heure, hein, quelqu'un qui est en flessum hyperalgique avec une extension très difficile. Donc, en gros, ce qu'il faut faire, c'est réduire à tout prix sous sédation en essayant de limiter absolument le bloc opératoire. Et si on arrive par des manœuvres externes, soit en sédatant un petit peu le patient aux urgences, soit en l'amenant au bloc opératoire, on arrive à l'amener en extension. Donc, la luxation de l'anse de saut se réduit d'elle-même quand en fait on relâche le quadriceps et les ischio-jambiers. Ça redonne un petit peu de place dans le genou pour qu'elle puisse se remettre dans sa position. On immobilise avec une Zimmer et en extension, et on fait un bilan IRM, d'accord? Parce que vous pouvez avoir une lésion méniscale, vous pouvez aussi avoir des lésions ligamentaires, un ligament croisé, et donc tout ça, évidemment, on ne va pas le faire à 3 heures du matin au bloc opératoire, d'accord? Si on n'y arrive pas, il faut aller au bloc opératoire. On fait une anesthésie générale. En général, ça se remet en place, l'anesthésie générale, et si malgré ça, ça ne revient pas, on fait une arthroscopie et on réduit le ménisque. Donc, suivant l'heure et suivant ce qu'on voit, on peut être amené à le réparer si c'est possible, sachant que vous retenez un truc, c'est qu'on ne répare un ménisque que si vous avez votre pivot central qui est sain. D'accord? C'est-à-dire que si le ligament croisé antérieur, le ligament croisé postérieur ne sont pas atteints, on peut réparer le ménisque, sinon c'est hors de question. Il faut d'abord les réparer eux, parce que sinon, en fait, votre réparation du ménisque va foirer, puisque vous allez avoir un genou instable qui va réabîmer votre suture. D'accord? En gros, si vous avez un patient qui a plus de 40 ans et que vous êtes dans l'impossibilité de réduire cette luxation et de pouvoir redonner un genou en extension non douloureux au patient, vous êtes obligé de faire une résection. Donc, comme vous voyez, si la réduction est impossible. Sachant que c'est toujours ultra important de dire que vous faites une méniscectomie qui est la plus partielle possible. D'accord. Sur les suites, si jamais vous faites une résection, ben, vous n'avez pas modifié plus que ça les contraintes au niveau qui s'exercent sur le ménisque, puisque vous avez retiré la partie malade. Donc, l'appui est autorisé, vous faites de la kiné pour renforcer au niveau musculaire. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que les muscles transfèrent les contraintes, d'accord? Et plus vous êtes musclé, plus les contraintes passent dans le système musculo-tendineux et ligamentaire, et moins elles vont au travers du ménisque, au travers du cartilage. Et donc, vous faites de l'épargne musculaire, d'accord? La reprise du sport, elle est progressive. On ne va pas forcément leur faire reprendre le sport à J1, sachant que si jamais vous faites une réparation, évidemment, il faut protéger cette réparation, cette suture. Donc, il n'y a pas d'appui jusqu'à l'accord du chirurgien, l'anticoagulation qui s'ensuit, avec une rééducation qui est douce, une reprise du sport qui est différée, sachant que malheureusement, la complication principale, c'est la récidive, parce que ce sont des sutures qui sont soumises à des grosses contraintes, avec des ménisques qui ne cicatrisent pas forcément. Donc, voilà, c'est le risque principal si on vous le demande. Donc, en gros... Excusez-moi, on a quelques questions à traiter. Si ça t'ennuie pas, j'ai 2 questions de Harel. Une qui était posée il y a un moment déjà vers la slide 12, qui est demandée si le test de ressaut, le STU test, c'est pas juste mettre en évidence le besoin une lésion des ligaments croisés. Non, alors le jar test, c'est différent, on va le voir tout à l'heure. Après, il faut imprimer un valgus au niveau du genou. C'est très spécifique, comme c'est pas exactement la même chose. D'accord? Donc, on va en reparler. On continue avec Harel. J'ai retenu que pour les ménisques internes, c'est ménisquectomie économique, et pour les ménisques externes, c'est suture méniscale. Est-ce que c'est bien ça? C'est
C'est très variable, hein. C'est vraiment en fonction de l'âge du patient, en fonction de son sport, s'il en fait, de son activité. Effectivement, comme vous avez le ménisque interne qui est plus mobile, eh ben, c'est un peu plus difficile pour lui de cicatriser, donc on aura un peu moins tendance à le suturer que le ménisque externe. Mais là, vraiment, c'est de la surspécialité, quoi. D'accord. Je ne pense pas qu'on puisse vous demander de réséquer dans un dossier ou de réparer une lésion, enfin de décider si c'est vous qui la réparez ou pas. Ouais. Ok. Ensuite, on a deux fois la même question. Les gens s'interrogent. Je veux dire plica. Comment? Plica. Ah, les plicas, c'est des replis de synoviales à l'intérieur du genou et qui, chez certaines personnes, sont majeures, d'accord, et peuvent en fait faire des équivalents comme dans le ventre, hein, des adhérences qui sont responsables en fait d'un conflit intra-articulaire qui peut reproduire effectivement des douleurs. Voilà, c'est très rare et effectivement, il y a un traitement arthroscopique où on va les enlever, quoi. Mais voilà, c'est juste le nom à savoir, quoi. Merci. Ensuite, on a une question de Bruno qui demande si l'IRM se fait d'emblée ou à distance. Alors, je crois que j'en parle juste après. L'IRM, on l'a fait préférentiellement, et c'est bien pour votre pratique clinique de le savoir, à 3 semaines, d'accord? Parce que vous avez l'hémarthrose qui s'est résorbée, parce que, comme on l'a dit, vous pouvez avoir le ménisque, mais vous pouvez aussi avoir le ligament croisé antérieur, vous pouvez avoir une impaction du plateau tibial qui a saigné dans l'articulation, et l'IRM va flasher partout avec un signal qui est difficilement analysable au niveau de l'hématome, donc ça va être pourri. Et on va la refaire, donc déjà qu'il y a des délais d'attente qui sont longs, on va éviter. Voilà. Donc en fait, à 3 semaines, quand les choses sont un peu calmées, on peut faire l'IRM. Voilà. Super. On a une dernière question pour l'instant de Mehdi Merlin qui demande il n'y a pas une indication chez les sportifs de haut niveau à faire de la résection pour diminuer le temps de cicatrisation? Alors, effectivement, et c'est assez souvent fait dans le football, où quand vous avez des lésions méniscales, particulièrement les languettes, on va assez souvent les réséquer, puisqu'au final, vous avez une durée de vie du footballeur d'une dizaine d'années au top, et ben, c'est à peu près le moment où va apparaître l'arthrose. Donc, est-ce que c'est éthique? Je ne sais pas, mais ils auront l'argent de payer leur prothèse de genou, si on est un peu cynique. Mais je pense pas qu'on puisse vous dire ça dans un dossier, c'est juste pas possible, quoi. D'accord, on vous mettra pas un footballeur professionnel et on vous dira de réséquer, tout le monde dira de réparer chez ces gens-là, quoi. D'accord. Super. Merci beaucoup, JC. On te laisse continuer. Donc voilà, donc là vous voyez un petit peu, en gros c'est pour vous schématiser, sachant que comme je vous le dis, comme il n'y a pas de véritable consensus, c'est ça qui est un peu difficile avec l'orthopédie, je le comprends très bien, que ça soit un peu le bordel pour vous. C'est pas comme l'infarct où on sait qu'on fait des thrombolises à certains délais ou pour l'AVC. Donc c'est difficile pour vous, ça je le sais, mais c'est un peu le schéma de réflexion en fait qu'il faut que vous ayez. En gros, euh, donc si jamais vous avez quelqu'un on vous le mettra quelque chose d'exagéré, hein, on vous mettra quelqu'un de 50 ans, de sédentaire avec des épisodes de blocage du ménisque. Est-ce qu'on peut réséquer? Bah oui, parce que du coup, il n'y aura plus de blocage, mais on le prévient qu'il peut avoir de l'arthrose qui va décompenser. En revanche, s'il n'y a pas de blocage, on fait un traitement conservateur, un traitement fonctionnel avec de la kiné, des infiltrations, puisqu'on passe un peu dans le traitement de l'arthrose. D'accord. Donc voilà, retenez un truc, vous conservez le ménisque à tout prix et les résections sont en gros maintenant exceptionnelles. D'accord. Que s'il y a jamais il y a des blocages et que si on ne peut pas les réparer parce que si vous êtes chez un adulte qui n'est pas en condition physique, on va dire, pour le justifier. Donc là, c'est juste pour vous mettre un petit peu des images. Donc ça, c'est l'arthroscopie, d'accord. Donc vous faites 2 petites incisions, voire 3, enfin ça dépend, voire plein en fait, en fonction de ce que vous voulez réparer. Et en fait, donc vous avez ces aspects-là, d'accord. Donc là, vous avez des aspects en fait de languette, d'accord. Et là, vous voyez à la pince en bas à gauche, vous faites une méniscectomie. Donc là, derrière, vous êtes sur le ménisque postérieur, là sur la corne postérieure, et devant ici, vous êtes sur la corne antérieure, d'accord. Donc en fait, effectivement, vous voyez, on a allé grignoter cette légion derrière. On a suivi les pointillés, hein, comme dans Picsou Magazine. Et voilà. Donc ça, du coup, ça soulage quasiment tout de suite, puisque vous n'avez plus cette languette qui est mobile. Mais par contre, voilà, si vous êtes chez quelqu'un de jeune, et ben vous pouvez être quasiment sûr que dans une dizaine d'années, il va faire de l'arthrose. Et l'arthrose, malheureusement, on n'a pas trop d'autres solutions que les infiltrations puis la prothèse. D'accord. À droite, pardon, vous avez la suture méniscale. D'accord. Donc vous voyez, on met des fils
essaye de réparer ici une lésion qui était longitudinale, comme ça, et qui se prête très très bien aux réparations, en espérant que ça cicatrise, parce que vous voyez, il y a quand même une partie ici qui est dans le bord libre, qui cicatrise très très mal. D'accord. Donc, si jamais on vous met ces images, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est réparation du ménisque, puis en fonction de la clinique, vous direz si c'est externe, interne. Faites vraiment gaffe à l'internat, vous ne faites pas avoir, hein, on en reparlera un petit peu sur les lésions ligamentaires de la cheville, vous ne faites pas avoir sur le côté, hein, genre que vous êtes très content d'avoir trouvé un diagnostic compliqué, qu'on vous saucissonne sur en vous disant que c'est le côté gauche alors que sur le dossier c'est le côté droit. Voilà. Donc les complications de tout ça, évidemment, c'est l'arthrose. Vous pouvez avoir des récidives, des blocages, vous avez une perte de niveau sportif. Ça, c'est malheureusement très fréquent. Et on reparle un petit peu de cette histoire de réséquer vite la languette pour vite repartir quasiment une semaine après. Les récidives, on en a déjà parlé. Vous avez dans le post-opératoire le risque toujours d'infection. Dès qu'on parle d'infection, d'opération, il faut craindre l'infection post-op. Donc l'arthrite septique, dans le cas des arthroscopies, c'est rarissime. D'accord. Vous pouvez avoir des patients suivant le profil qui vont faire de l'ergodystrophie. Enfin, il n'y a rien de très très spécifique là-dedans. D'accord. Voilà. Ensuite, on passe aux lésions ligamentaires. Est-ce que, Guillaume, il y a des questions sur les ménisques avant qu'on aille là-dessus? Non, a priori, non. Très bien. Donc, en gros, voilà. Donc ça, on va reparler de tout ça. Hein. Donc, en gros, au niveau de la physiopathe, ça, vous le savez, l'entorse bénigne, c'est l'élongation ligamentaire. L'entorse grave, c'est quand vous avez une rupture, donc dans des ligaments collatéraux, donc internes ou externes, ou bien du pivot central au niveau de ce qu'on peut vous mettre, donc le LCA ou le LCP. Et après, vous pouvez avoir absolument la variation des plaisirs. Donc, si jamais vous lésez plusieurs choses, eh ben, vous allez, mais on va y revenir, des triades, des pentades, c'est toujours un mot très rigolo. Et donc voilà, donc en gros, on vous mettra en général l'homme jeune sportif avec un sport pivot, hein, donc le ski, le foot, le basket, avec un sexe ratio de 4 hommes pour une femme, sachant que si vous voyez, vous, dans votre cabinet de médecin du sport, de médecin généraliste à un patient, ce sera très souvent l'entorse du ligament latéral interne qui est bénigne, enfin latéral interne bénigne, qui est vraiment la plus fréquente. D'accord. C'est vraiment le patient qui se loupe, qui fait un gros valgus avec son genou et qui étire son ligament latéral interne. Donc là, c'est pour que vous voyez, je vous rappelle un petit peu. Donc là, vous voyez le signe de la fibula, d'accord. Donc vous savez que dès que vous voyez, il faut que vous ayez des éléments pour être sûr de ne pas vous planter. L'internat, vos QCM, ça va très vite, donc il faut que vous ayez des choses qui vous libèrent les neurones, d'accord. Donc dès que je vois une fibula, je sais que je suis sur le côté externe. Pareil au niveau de la cheville, dès que vous voyez une malléole externe, vous savez que vous n'avez plus à réfléchir et que c'est le côté externe. Donc là, vous voyez sur le plan externe, c'est très bien pour que vous voyez bien comment ça se passe. Là, vous avez au final les ligaments croisés qui s'insèrent sur les épines tibiales qui sont là. Le ligament croisé antérieur, il s'insère, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le condyle externe, d'accord, donc du côté fibula. Et le ligament croisé postérieur, il s'insère sur le condyle médial. Ok. Il y a un truc qui est un peu atypique, on va dire au niveau du genou, c'est que le ligament latéral interne que vous voyez ici, il s'insère du condyle jusqu'au tibia proximal, alors que le ligament latéral externe, il se met sur sa petite échancrure qu'on a vu tout à l'heure qui peut vous permettre de repérer le côté externe, et il s'attache pas du tout sur le tibia, mais sur la tête de la fibula. D'accord. Et ça, c'est très important pour pouvoir les repérer pour vous, pour pas trop vous planter. Là, je suis en vue postérieure, c'est juste pour vous donner une idée de ce que c'est que les coques condyliennes dont on parle tout le temps. D'accord. Donc, en gros, la coque, c'est un truc un peu complexe qui réunit plusieurs choses. Vous avez le tendon du demi-membraneux, vous avez ici le muscle poplité, vous avez la capsule articulaire derrière avec le ligament poplité aussi. Donc, en gros, ça vous fait plusieurs plans qui fabriquent une structure anatomique majeure dans la stabilisation du genou et qui est très très solide. Quand elle est lésée, c'est que vous avez subi un traumatisme très violent et on va un petit peu en reparler. Et en gros, vous avez tous ces éléments-là qui constituent en fait le plan postérieur, qui sont en fait les coques condyliennes. Donc, pardon, excusez-moi. Donc là, vous pouvez associer les lésions, d'accord. Donc vous comprenez donc tous les ligaments plus les ménisques, d'accord. Et donc en fonction de ça, on ne va pas revenir, vous aurez
le topo. Donc, en fonction de ce que vous associez, vous avez des triades externes, internes, postérieures, antérieures et les pentades externes, internes, en fonction de ce que vous lisez. Et évidemment, plus vous allez du haut vers le bas et plus c'est grave. D'accord. Au niveau de l'interrogatoire, il n'y a rien de très, très spécifique. On peut leur faire préciser le mécanisme et ils s'en souviennent en général assez peu. Ils vont dire oui, j'ai le genou qui a lâché. Donc c'est assez difficile de les faire préciser. Le récurvatum, en général, ils s'en souviennent parce que c'est très particulier. Souvent, en fait, vous pouvez dépister des lésions du ligament croisé postérieur comme ça. Donc les signes de gravité. Oui. Si tu permets, on fait une autre question. Donc on en a une qui demande donc si tu peux revenir sur le concept de varus, valgus en général, pas que genou. Oui. Je t'en fais une série comme ça, au moins tu es prêt. Ça, il n'y a plus d'interruption. Une deuxième pour revenir un peu sur le concept de coque condylienne. Et une troisième de Harel qui est très spécifique dans ces questions, dont on reparlera tout à l'heure. Ok. Donc, il y a un truc qui est vraiment important quand vous êtes en orthopédie, c'est que vous décrivez ce qui se passe au niveau des segments distaux par rapport au proximal. D'accord. Donc, par exemple, là, sur l'image à gauche, vous savez que vous avez fait du varus parce que le tibia est allé en interne, d'accord, puisqu'il est allé du côté opposé à la fibula que vous voyez ici. Hein, cherchez toujours un truc pour lequel vous avez un critère de repérage. Donc voilà, donc ça c'est le valgus, c'est parce que votre tibia est allé du côté médial par rapport au fémur durant le traumatisme et inversement si vous êtes en valgus. Ensuite, pour parler des coques condyliennes, c'est une structure en fait qui combine plusieurs choses, hein, d'accord. Donc vous avez la capsule articulaire, c'est-à-dire vous avez toute la synoviale et tout le plan fibreux derrière la synoviale qui enveloppe, qui ferme l'articulation, d'accord. Il y a aussi les attaches des ménisques postérieurs. Vous avez le demi-membraneux, là, donc, qui est un des ischio-jambiers qui s'insère à la face postérieure du tibia ici. Vous avez le muscle poplité qui vient faire une sorte de haubans postérieur. Vous avez le ligament poplité arqué. Vous avez aussi mais là on les voit pas, on les verra sur les IRM. En plus, là vous avez les jumeaux, d'accord, donc les gastrocnémiens qui partent, donc qui couvrent la face postérieure du tibia et du fémur et qui s'insèrent derrière les condyles, d'accord, et qui eux aussi font un élément de stabilisation qui est très important. Donc ça, c'est les coques condyliennes. On voit donc qu'il y en a une qui est plutôt interne, une plutôt externe. Et effectivement, vous pouvez les abîmer si vous avez des traumatismes à haute énergie. La question, ça, hein, Guillaume. Elle touchait vraiment à la notion du point d'angle. Est-ce que tu peux redéfinir un point d'angle? Oui. Alors, donc les points d'angle postérieurs, c'est pareil que dire les coques condyliennes. D'accord. Donc c'est vraiment, si par exemple on vous dit le point d'angle postéro-externe, eh bien ça va inclure donc le jumeau externe qui va s'insérer à la face postérieure du condyle externe, le ligament poplité arqué et le muscle poplité avec sa portion tendineuse au niveau intra-articulaire. Et si jamais vous êtes sur le point d'angle postéro-interne, eh bien vous avez plutôt au final le demi-membraneux qui va être impliqué dans la structure anatomique, sachant que la capsule articulaire du genou hein, est une partie prenante en fait de ces, que ce soit au niveau externe et au niveau interne. Donc c'est en gros tout l'élément extrêmement fibreux de toutes ces attaches musculo-tendineuses capsulaires qui constituent au final les points d'angle postérieurs ou coque condylienne, puisqu'en fait c'est toute la coque qui va partir du condyle postérieur jusqu'à la portion proximale postérieure en fait du tibia et qui maintient aussi les mouvements de translation qui sont antérieurs ou postérieurs, sachant que c'est une zone qui est à la fois souple et résistante, d'accord. C'est-à-dire que pour pouvoir la léser, il faut que vous ayez un peu tout zingué, d'accord. Donc vous avez le LCA, le LCP, les ménisques qui ont potentiellement, qui ont trinqué avant d'atteindre ça. C'est la dernière, au final, zone anatomique qui est lésée.
D'accord, donc ce sont des traumatismes qui sont majeurs, on va en reparler un petit peu, et qui impliquent de faire, en général, donc un angioscanner, puisque vous avez les vaisseaux poplités derrière, et ça veut dire qu'ils ont potentiellement pris. D'accord. Donc, voilà. Vous avez donc, on reprend un peu le truc. Il faut toujours rechercher les signes de gravité, un craquement audible, sensation de déboîtement, ainsi que vous avez eu un des éléments stabilisateurs qui a été lésé. En général, quand vous avez un LCA ou un LCP, vous avez très souvent une impotence fonctionnelle qui est immédiate, totale et persistante, parce que vous avez une hémarthrose, hein, vous avez des artérioles à l'intérieur qui saignent tout de suite. D'accord. Pour les ménisques, c'est aussi vrai, mais ça saigne quand même un petit peu moins. Donc, vous pouvez quand même avoir l'hémarthrose immédiate, mais en général, vous avez quand même une impotence fonctionnelle quand vous lésez votre pivot central, sans parler bien évidemment de si jamais vous avez une triade ou une pentade, où là vous avez en général des AVP, donc là bon, c'est assez évident que vous allez avoir une impotence fonctionnelle. Faites toujours préciser évidemment, dans ça on a un petit peu parlé de la profession, le niveau sportif, le côté dominant, hein, en fonction de choses très très spécifiques, on réparera différemment que vous n'avez pas à savoir. Ça, c'est toujours pareil, hein, dans vos dossiers de chirurgie, il faut savoir à quelle heure les gens sont à jeun, les antécédents médico-chirurgicaux, parce que très bien, vous pouvez avoir un patient qui se rompt le ligament croisé antérieur, mais si par exemple il a déjà de l'arthrose, qu'il est déjà multi-opéré, on va le voir différemment, bien entendu. Bon, le traitement habituel, il n'y a pas de souci. Vous faites toujours un examen bilatéral et comparatif. Pourquoi? Ça, c'est très important, particulièrement chez la jeune fille, parce que vous avez très souvent des hyperlaxités, donc vous pouvez avoir au final des tests qui vont vous donner l'impression d'être anormaux, alors que de l'autre côté, c'est la même chose et qu'il n'y a pas eu de traumatisme. Vous examinez systématiquement la hanche et la cheville, puisque vous pouvez avoir des lésions associées, ça on n'en parlera jamais suffisamment en orthopédie. Sachant que voilà, on revient un petit peu à ce qu'on disait au niveau de l'examen différé, sachant qu'en général, c'est des gens qui seront vus aux urgences, et après, il faut les adresser en consultation spécialisée genoux, pour les réévaluer à une semaine quand les phénomènes douloureux sont un peu passés, qu'on peut faire les tests spécifiques. D'accord. Donc ça, c'est l'examen voilà, de base. Au niveau de l'inspection, vous pouvez avoir donc le flexum antalgique, parce que c'est une position qui libère les contraintes au niveau de l'articulation, l'épanchement articulaire, une déformation. Évidemment, vous pouvez avoir un avalement de la tuberosité tibiale antérieure, donc ça c'est la rupture du LCP, je vous l'ai mise là, vous voyez, en fait, donc là vous avez votre rotule, et pouf, vous avez le tibia qui est tombé en postérieur, puisqu'il n'est plus maintenu par le LCP, donc ça c'est le truc typique mais rare, on va dire, de l'avalement tibérositaire antérieur. D'accord. Et puis bon, une échymose, évidemment, comme d'habitude, au niveau du genou. En revanche, ce qui est très très important dans vos dossiers, c'est qu'il faut toujours rechercher les complications immédiates et les lésions associées, donc une lésion méniscale, est-ce que vous avez une fracture qui est associée, et puis la palpation des poux, puisqu'en fonction du mécanisme lésionnel, vous pouvez avoir effectivement les éléments vasculaires postérieurs qui peuvent avoir trinqué, d'accord. Les lésions nerveuses sont très rares. Vous pouvez avoir une lésion du nerf fibulaire en fonction du traumatisme, particulièrement quand vous êtes sur des traumatismes en varus, puisque vous mettez en tension le plan externe. C'est très rare. Vous pouvez avoir une favorisation de ces lésions nerveuses quand vous avez une fracture du col de la fibula qui est associée. Évidemment, vous avez toujours cette histoire de peau, pouls et nerfs en orthopédie. Donc, est-ce que au niveau de la peau, vous n'avez pas une effraction cutanée qui indiquerait un geste, au moins de suture, et sinon peut-être de bloc opératoire en urgence. Au niveau de la palpation, vous n'avez rien de particulièrement fou, à part rechercher effectivement, comme on en a parlé tout à l'heure, des signes douloureux qui peuvent évoquer un ménisque, d'accord. Mais bon, en gros, vous palpez le trajet, l'insertion des ligaments, la taille articulaire pour les lésions méniscales, les amplitudes passives et actives, sachant qu'en général, quand vous êtes limité au niveau des amplitudes passives, c'est que vous avez dans vos dossiers quelque chose d'intra-articulaire qui est en train de se passer, d'accord. Et puis, les signes de gravité, c'est ce dont on a parlé, hein, si vous avez une entorse grave, ça va saigner, donc du coup, vous aurez potentiellement un choc rotulien avec une hémarthrose. Donc ça, on en a parlé. Tac. Ah non, excusez-moi, je repars en arrière. Très bien. Hop, au niveau du testing ligamentaire, donc vous faites un hypervalgus. Si vous mettez le plan latéral, donc si vous faites, du valgus, ça veut dire que c'est le plan médial que vous mettez en tension, d'accord. Donc c'est les lésions plutôt du ligament collatéral médial, sachant que vous avez en général aussi une douleur associée à la palpation de son trajet. Hein, donc comme on a vu là sur les petites photos, ça part du condyle jusqu'au tibia, d'accord. Alors que si vous le mettez en hypervarus avec une laxité et une douleur potentielle qui va cette fois-ci
du condyle latéral jusqu'à la tête de la fibula et pas jusqu'au tibia. La tête de la fibula étant plus postérieure, c'est plutôt le ligament collatéral latéral. D'accord. La laxité antéro-postérieure, vous pouvez voir effectivement s'il n'y a pas un récurvatum qui peut laisser suspecter soit une rupture du LCP, ligament croisé postérieur, pardon, soit des coques condyliennes, donc les points d'orgue. Donc voilà, le récurvatum, c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez par rapport à un genou normal, vous avez une translation postérieure qui peut être due donc à la rupture des éléments postérieurs, donc le ligament croisé postérieur, ou bien les coques condyliennes. Et à gauche, elle est très souple. Donc, un truc important pour vous, c'est les tiroirs. D'accord. Donc, vous avez plusieurs choses. Le test de Trial-Lachman, le vrai, c'est un tiroir antérieur à 20 degrés. Vous allez voir des 10, des 15, des 12 000. C'est ça dans l'encyclopédie médico-chirurgicale, et c'est comme ça qu'ils l'ont décrit. C'est toujours pareil, vous avez un nom de français puisqu'on est chauvin. On aimerait bien en général les noms marseillais, mais on fait au mieux. Et vous avez toujours le nom de l'anglo-saxon qui a trouvé ça. Donc en gros, si jamais vous faites un tiroir antérieur à 20 degrés et que vous avez un arrêt mou, c'est-à-dire que votre tibia n'est plus maintenu dans sa translation antérieure, et ben c'est une rupture du LCA. On peut vous parler de cet arrêt dur retardé. Alors, soit c'est une lésion partielle, alors qui est vraiment atypique, d'accord. C'est vraiment rare d'avoir des lésions partielles. En fait, en général, ce qui se passe, c'est que vous avez une IRM qui a été faite un peu trop tôt avec un signal à l'intérieur du LCA qui n'est pas forcément facile à analyser et qui en fait semble anormal alors qu'en fait il n'a rien. Soit en fait ce qui s'est passé quand vous avez un arrêt dur retardé, c'est que c'est un ligament croisé postérieur qui a été abîmé. Pourquoi? Parce qu'en fait vous partez au final d'une position postérieure du tibia parce que le ligament croisé postérieur ne le maintient pas. D'accord. Et vous l'avancez parce qu'il est l'axe à cause de la rupture du ligament croisé postérieur. Mais après, quand vous êtes en translation antérieure, c'est le ligament croisé antérieur qui prend le relais. Et d'un coup, ça va s'arrêter parce que lui, il est continent. Et donc, c'est ça l'arrêt dur retardé. D'accord. Vous pouvez faire un tiroir antérieur à 90 degrés. Quand vous l'avez, en fait, c'est parce que vous avez des lésions en général qui sont plus graves et qui sont associées, sachant que vraiment, le tiroir antérieur à 20 degrés, c'est la rupture du LCA. Donc là, je vous l'ai dit, hein, le LCP, tiroir postérieur, arrêt dur retardé. Et là, donc, on reparle de cette histoire du jerk test. D'accord. Donc, vous imprimez du valgus, flexion et rotation interne. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous mettez en contrainte en fait ce que le ligament croisé antérieur est censé maintenir. D'accord. Donc, comme vous avez vu que le ligament croisé antérieur, il est fixé sur le condyle latéral, d'accord. Il part des épines tibiales vers quelque chose de latéral. Il y a donc non seulement une stabilisation qui est antéro-postérieure, puisqu'il est tendu d'arrière en avant sur le tibia, mais il est aussi tendu en externe. Donc, il est aussi responsable d'une stabilisation externe. Et donc, c'est pour ça que quand vous le mettez en valgus, c'est dans cette zone-là que vous allez le démasquer, et particulièrement en flexion, puisque le ligament croisé antérieur est tendu en flexion, il est tendu en extension et il est détendu en flexion, et c'est l'inverse pour le LCP. Et vous imprimez de la rotation interne, puisqu'en fait, en mettant de la rotation interne, c'est comme ça que vous contraignez au final les éléments qui stabilisent en externe. C'est comme, au final, c'est un peu là, il faut penser de manière inverse. Quand vous imprimez du varus, et c'est les éléments latéraux qui sont mis en hypercontrainte. Donc là, c'est pareil. Donc ces trois mouvements, enfin ces trois contraintes que vous imprimez au genou démasquent au final toute la biomécanique absente du LCA qui est rompue. D'accord. Et ça, donc c'est pour ça que c'est pathognomonique d'une rupture du LCA et que vous démasquez rien d'autre que ça quand vous l'avez. D'accord. C'est aussi pathognomonique, mais c'est aussi un critère pronostic, d'accord, parce que ça veut dire que non seulement vous avez le tiroir qui est responsable d'une laxité antéro-postérieure, mais vous avez aussi une laxité et une perte de stabilité en rotation qui est d'autant plus grave. D'accord. Donc quand vous avez le jerk test, c'est pathognomonique, mais c'est aussi un critère de gravité. Donc ça, c'est le tiroir à 90 degrés. On voyait, donc là, on tire le tibia vers l'avant. Et si votre ligament croisé antérieur, qui est tendu de postérieur ici, en antérieur, est rompu, et bien vous allez pouvoir amener le tibia vers l'avant puisqu'il est plus maintenu. D'accord. Ça, c'est le jerk test. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est différent du test méniscal, parce que vous imprimez ce mouvement de valgus au niveau du genou. Et donc, vous voyez, donc là, vous faites de la rotation interne du valgus et vous fléchissez. C'est une manœuvre
pas forcément facile à acquérir au début, mais c'est vraiment typique. Et en fait, ce que vous allez vraiment sentir dans votre main ici, c'est que vous allez avoir vraiment votre plateau tibial en fait, qui va se subluxer et on sent vraiment un ressaut, on sent vraiment qu'on luxe, subluxe quelque chose au niveau de la rotation et qu'elle se remet en place en fait quand on se replace en extension. D'accord. Donc, au niveau d'examen complémentaire, bon, on en a déjà un petit peu parlé précédemment. Les radios standards, elles sont en général normales. Vous pouvez trouver une fracture de second sur laquelle on reviendra, mais de toute façon, on fait toujours une radio parce qu'on cherche des lésions associées. Vous avez fréquemment, vous pouvez souvent avoir une lésion de ligament croisé antérieur et en même temps une contusion au niveau du plateau tibial parce que au niveau des mécanismes en fait en compression, puisque c'est des mécanismes qui sont appuyés. Vous avez aussi un effet bélier, quand on reparlera pour les fractures du fémur, d'accord. Donc là, ce que je vous disais, IRM du genou à réaliser à 3 semaines. N'oubliez pas l'artériographie ou en tout cas l'angioscanner quand vous avez évidemment des doutes cliniques si vous n'avez plus les poux, ou bien si vous avez une luxation, ou bien des lésions graves comme une triade ou une pintade. Vous ne faites jamais d'arthroscopie diagnostique, même sous la torture en QCM. Et bon, le biologique, il n'y a pas grand-chose, c'est le bilan préopératoire. Donc ça, c'est pour vous montrer, ça c'est la fracture de second. Et là, vous la voyez vraiment très très bien. Ça, c'est l'échancrure sur laquelle s'attache le ligament latéral externe hein, et qui vient s'attacher sur la tête de la fibula. Et donc cette lésion au niveau du plateau tibial ici, hein, c'est pathognomonique du LCA. C'est très rare, j'en ai vu 2 fois, je crois. Mais voilà, quand vous voyez ça, vous savez que vous avez ça. Donc en gros, pour repasser sur les IRM, pour que vous voyez bien comment ça se passe. Donc vous voyez, les ligaments croisés, ils sont un peu comme les ménisques. Ils sont très très noirs parce que c'est des tissus qui sont très fibreux, qui sont peu vascularisés. Donc le ligament croisé postérieur, il est en général plus noir que le ligament croisé antérieur ici. Donc là, vous voyez le ligament croisé antérieur, il est tendu de postérieur en avant. Et le ligament croisé postérieur, il est sur sa tubérosité postérieure, et c'est l'inverse, hein, il est tendu d'avant en arrière, d'accord. Et vous voyez, le ligament croisé antérieur, il est un peu plus hétérogène, là, vous avez des fibres un peu autour, donc il n'est pas forcément facile à analyser, c'est indispensable qu'on vous mette un truc évident, parce que on ne peut pas vous demander d'être radiologue, d'accord. Donc, et ça, voilà, c'était pour vous montrer, bon, on revient sur plein d'images. Ici, c'est les gastrocnémiens, d'accord. Donc là, vous avez ici, bah tiens, c'est très bien pour vous montrer cette histoire. Vous avez ici le gastrocnémien en fait qui vient s'insérer à la face postérieure du fémur, d'accord. Et tout ça, en fait, tous ces éléments fibreux, on la voit un petit peu moins, on la verra un peu mieux tout à l'heure. Là, vous avez la capsule articulaire, vous avez la lame aponévrotique en fait du jumeau, donc du gastrocnémien, qui vient en fait former cette histoire de coque condylienne ici, d'accord. Donc, pour vous montrer un petit peu, donc ça c'est quand c'est normal, d'accord. Donc vous voyez, il est bien tendu, le LCA en extension, avec un LCP qui est un peu détendu, d'accord. Et ça, c'est, voilà, vous voyez, ici vous avez votre LCP, vous voyez toujours, bon, c'est un effet de coupe, hein, si vous faites défiler, vous allez le voir et il est normal. Mais vous voyez qu'ici, ben, vous ne voyez plus par rapport à l'IRM de gauche, en coupe sagittale, vous avez un signal inflammatoire, un gloubi-boulga, avec ici, vous voyez la portion un peu noire qui est complètement rompue et qui fait un peu la cicatrisation fibrotique classique parce que malheureusement le ligament croisé antérieur ne cicatrise pas. D'accord. Bon, comme il est tendu en extension, comme on vit à peu près en extension au niveau de son genou. Voilà. Donc du coup, ça c'est vraiment une rupture du ligament croisé antérieur, pardon. Le postérieur, c'est ça, d'accord. Donc c'est un peu la même histoire. Hein. Donc vous voyez, vous avez un signal inflammatoire sur les séquences T2 en saturation de graisse qui en fin de compte ne montre plus d'hyposignal. Donc vous voyez un petit bout ici peut-être du ligament croisé postérieur. Ouais, Guillaume? Non, ouais. Ok. Très bien. Et vous avez un autre signe sur les coupes frontales, c'est ce qu'on appelle l'échancrure vide, d'accord. C'est-à-dire que normalement, sur les coupes frontales, vous voyez le ligament croisé. Donc là, vous voyez, ça c'est très bien pour vous apprendre un peu. Vous avez la petite échancrure ici, donc vous savez qu'on est sur le plan latéral externe. Là, vous avez votre ligament latéral externe, et puis vous avez un bout de fibula. Donc vous savez qu'ici, je suis en externe et qu'on va pouvoir analyser et que vous ne vous ferez pas avoir, d'accord. Et donc là, si je regarde l'échancrure ici, ben, je ne vois pas de structures en hyposignal toutes noires qui sont tendues. Donc, vous avez l'échancrure vide, c'est le signe de l'échancrure vide. Et donc, vous savez que vous avez une rupture en fonction de là où vous êtes, plutôt du LCA ou du LCP. Ensuite, sur les ligaments latéraux, d'accord. Donc, ça, c'est l'image normale.
D'accord, donc le LLI, il est tendu du condyle jusqu'au tibia, d'accord. Donc là, vous voyez, il est très très noir, il est bien. Vous avez le triangle normal là, du ménisque, donc interne, le ménisque externe ici. Vous avez votre petite fossette ici où s'attache le ligament qui vous dit encore plus que c'est le côté externe. Et ici, vous avez la bande fibreuse du fascia lata, hein, la bandelette iliotibiale. Ne faites pas avoir, hein, ce n'est pas le ligament latéral externe, puisque comme je vous l'ai dit, il ne s'insère pas sur le tibia, il s'insère sur la fibula. Okay, et donc, quand vous avez des lésions de ces plans-là, vous voyez, vous avez un signal inflammatoire dégueulasse autour, vous voyez plus de bandes fibreuses noires. Donc, vous avez là, ici, une lésion à la fois du ligament latéral externe et interne. Et si on fait une sursaturation de la graisse ici, vous voyez que ce qui est inflammatoire, donc avec un œdème majeur dans les parties molles, qui est aussi compatible avec ces lésions-là. Et puis aussi, par la même occasion, vous voyez ici, ça c'est l'hémarthrose à l'intérieur du genou, ici, un peu isosignal, un petit peu hétérogène, parce que le sang, à la phase aiguë, il est en hypersignal, et après, dès qu'on a passé quelques jours, il est en isosignal au muscle. C'est pas forcément facile à déterminer. Donc là, le ligament latéral externe, cette fois, donc vous voyez, je pars bien de ma petite fossette ici, je viens m'attacher sur la tête de la fibula. Donc ça, c'est le LLE. Vous le voyez aussi sur une autre IRM ici. Et vous voyez, l'échancrure vide de tout à l'heure, ben là, c'est pas du tout le cas, puisque vous avez ici le ligament latéral externe, d'accord, puisque je pars de mes épines tibiales ici, et lui, il commence à aller sur la face externe, sur la face interne, pardon, du condyle externe. Et là, vous avez le ligament croisé postérieur, puisqu'il va s'attacher sur le condyle médial, d'accord. Et si le latéral externe il est abîmé, vous voyez ici, on le suit plus, il est complètement hétérogène. Vous avez en plus ici associé une contusion du plateau tibial qui est en hypersignal. Donc en plus ici, vous voyez, vous avez une lésion du ménisque externe. Donc là, c'est une IRM qui est pas mal. Vous avez très probablement aussi une portion du ligament latéral interne là, qui est continue, mais qui commence à être un peu plus hétérogène ici. Alors peut-être qu'il y a une rupture partielle avec une entorse bénigne de ce côté-là. Donc voilà, donc ça c'est une IRM qui est assez parlante pour vous, c'est pas mal du tout. Donc là, il s'est passé quelque chose, docteur, donc effectivement c'est une luxation, donc n'oubliez pas, si vous étiez en amphi, vous pourriez lever la main comme des bons petits élèves. Je me repère par rapport à mes segments osseux proximaux, donc mon tibia est passé en antérieur, d'accord, de mon fémur, donc c'est une luxation antérieure du tibia. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'on fait toujours une artériographie ou un angioscanner sur ça? Parce que eh bien, vous avez souvent des lésions intimales. Alors ça, par exemple, c'est très bien parce que pour vous dire en fait qu'il faut faire gaffe, surtout si vous verrez ces gens en urgence, parce que vous pouvez très bien avoir les poux ici. Hein, vous voyez qu'on a opacifié sur l'artériographie. Le problème, c'est que vous avez une lésion ici. Donc, c'est absolument indispensable de toujours faire un examen injecté sur les luxations du genou. D'accord? Parce que ça fait des faux anévrismes. Et les faux anévrismes poplités, qu'est-ce que ça fait? Ça explose pas, ça n'arrive jamais. C'est pas comme les anévrismes aortiques. Ce que ça fait, c'est que ça envoie des emboles distaux et ça fait des ischémies critiques aiguës qui sont très difficiles à récupérer. D'accord? Parce que ça envoie de multiples emboles et les chirurgiens vasculaires ont du mal à faire des thrombectomies. Donc c'est grave, donc c'est pour ça qu'il faut le faire. Ça peut être plus subtil, faites vraiment gaffe. Hein, vous voyez ici, il y a un défaut d'opacification ici. Bon, j'espère quand même qu'on vous mettra des trucs plus évidents que ça à l'internat, mais c'est pour vous montrer que c'est pas forcément être simple. Et ça, donc, c'est juste pour vous montrer à quoi ressemble un angioscanner. Hein. Donc là, du coup, vous voyez bien ici votre opacification, elle s'arrête et puis c'est repris en distal parce que très probablement il y en a un petit peu qui passe ici. Là, c'est pareil, hein, c'est une luxation qui est antérieure, le tibia est passé en avant du genou. Et je crois qu'il y avait une luxation voilà, postérieure. Donc là, vous décrivez, hein, c'est tout bête, vous voyez. Faites gaffe, là, on peut se dire ouais, mon fémur il est parti en externe. Alors oui, d'accord, mais c'est le tibia en fait qui est parti en interne. D'accord, toujours le segment distal par rapport au proximal. Donc ça, c'est une luxation interne et postérieure, donc postéro-interne, parce que mon tibia est passé en arrière de mon segment proximal du fémur. D'accord? Pareil, que ce soit postérieur ou antérieur, on fait un angioscanner ou bien une artériographie au bloc opératoire pour voir ce qui se passe. Et ça, c'est justement pour vous dire un peu ce qui peut se passer dans ce genre de truc. Là, vous avez tout qui est zingué. Hein. Vous avez le LCP qui est flingué, vous avez les coques postérieures qui sont en hypersignal, vous avez plus de LCA. Donc, les luxations du genou, en général, sont très pourvoyeuses de triade ou de pentade. D'accord?
Donc, en gros, le traitement que vous avez à retenir, si vous avez une entorse bénigne, en général, c'est le traitement fonctionnel, je ne vais pas revenir dessus. Vous avez une immobilisation qui est très courte. Vous gérez le traitement antalgique et en général, ça va, avec un appui qui est autorisé. Kinésithérapie avec du renforcement musculaire quand les patients sont plus trop algiques. Bon, voilà, ça c'est vraiment vos cas cliniques un peu typiques. Pour les entorses graves, vous avez, en gros, c'est ce que je vous disais, c'est schématique, hein, c'est pour ça, il n'y a pas de... Je vous le dis vraiment, hein, si vous avez des conférenciers, des dossiers progressifs ou des questions isolées qui vous posent des trucs très précis, c'est pas possible, parce que vous allez avoir le collège des enseignants d'orthopédie qui va se pencher toujours hein, sur les dossiers qu'on vous posera, et il dira non, cette question, c'est pas possible, alors il faut l'ouvrir un peu plus pour qu'il puisse répondre d'autres choses. Il n'y a pas de... Voilà, si j'ouvre, moi, les recos de la Softcote, hein, c'est notre société savante, on ne nous dit pas, voilà, typiquement, ça, c'est extrêmement précis, c'est le ménisque interne, c'est 42 ans et demi, footballeur non professionnel, voilà. C'est pas possible, donc c'est des cas un peu schématiques que je vous mets là. Donc un patient qui a plus de 40 ans, qui est peu sportif, qui est asymptomatique et pas motivé pour la chirurgie, si jamais vous avez une rupture du LCA, bah, ce sera plutôt un traitement orthopédique, vous faites un repos, arrêt du sport, arrêt de travail, vous faites une immobilisation, et une fois qu'on a passé tout ça, ici ce qui est très important, c'est que vous faites de la kinésithérapie avec de la proprioception et du renforcement musculaire, d'accord ? Sachant que quelqu'un qui a plus de 40 ans et qui a un désir fonctionnel qui n'est pas très élevé, si vous faites une rééducation intensive qui est bien menée, vous pouvez restabiliser juste avec les ischio-jambiers, le quadriceps, votre genou, et avoir un patient qui n'aura pas du tout de dérobement, d'instabilité, et qui pourra reprendre peut-être des sports non pivots, d'accord, voire parfois même avec une genouillère, des sports pivots, d'accord. Donc c'est très très important de faire une rééducation intensive. C'est vraiment de la salle, hein. C'est pas un peu de glace et des électrodes, hein. C'est pour pouvoir obtenir ce genre de truc, il faut être motivé, d'accord. Donc éducation du patient, et après en fonction du sport, il faudra vraiment consulter parce que vous pouvez vraiment vous flinguer le genou, parce qu'un genou qui a un ligament croisé antérieur ou postérieur atteint, c'est un genou à gros risque d'arthrose puisqu'il a été déstabilisé, d'accord. Le cas numéro 2, si vous avez quelque chose de grave, d'accord, c'est-à-dire les triades, les pentades, une luxation, le traitement, il est chirurgical, quoi qu'il advienne, parce que vous ne pouvez pas laisser quelqu'un avec tous ces éléments qui sont zingués, d'accord, donc vous hospitalisez, tout ça, enfin, ça c'est les trucs un peu typiques. Vous faites une réduction en urgence aux urgences, si c'est possible, s'il est bien sédaté, s'il est relâché. Si ce n'est pas possible, c'est le bloc opératoire, mais en urgence, parce que vous avez tous les éléments qui souffrent, notamment au niveau artério-veineux. Et si jamais vous avez cette luxation, une pentade, une triade un peu sévère ou un point d'appel, c'est-à-dire je n'ai pas les poux, il faut faire ces examens-là. D'accord. Le traitement chirurgical, bon, vous pouvez le faire sous anesthésie générale ou anesthésie locale, ce n'est pas un souci. Ce qu'il faut faire, c'est réparer les plans ligamentaires périphériques, parce que c'est ceux qui restabilisent le genou dans le plan frontal et centraux, et surtout le LLE. D'accord, le LLE, c'est un ligament qui est très résistant et qui est très impliqué dans la stabilité du genou, et c'est lui qu'il faut réparer en priorité, mais en gros, il faut réparer tout ce qu'on a sous les yeux, puisque le patient est endormi, et que vous allez ouvrir le genou globalement, ou bien faire une arthroscopie extensive pour pouvoir tout réparer. D'accord. Et évidemment, si vous avez une lésion méniscale qui est sous vos yeux, il faudra la réparer si besoin. C'est l'histoire du bilan et des lésions associées en orthopédie. D'accord. Faut immobiliser. Là, la rééducation va être très très longue. Vous avez une anticoagulation préventive. Les histoires de kinésithérapie dans ces tableaux-là est très très prudente. Il faut d'abord laisser un peu cicatriser. Sachant que, par exemple, si vous avez qu'un seul ligament croisé si vous avez le ligament croisé qui est antérieur, seul, qui est abîmé, le patient, il est globalement assez facile à gérer par un kinésithérapeute parce qu'il sait ce qu'il peut faire, parce que le reste tient, d'accord. Si vous avez quelqu'un qui a des éléments divers et variés qui sont atteints, c'est beaucoup plus difficile, parce que quoi que vous fassiez, si vous renforcez les ischios, si vous renforcez le quadriceps, vous allez forcément avoir un des éléments qui va être mis en tension et dont la réparation va être potentiellement abîmée. Donc on laisse tranquille les gens 6 semaines, le temps de la cicatrisation des éléments capsulo-ligamentaires, et après on fait des choses un peu différentes. Sachant que les lésions graves du genou, c'est des patients quand même qui auront beaucoup de mal à reprendre le sport et qui seront potentiellement déjà gênés juste à la marche. Donc c'est des lésions qui sont très très graves et il faut l'avoir en tête pour vos patients dans le futur et puis pour l'internat évidemment. Donc blablabla, ça c'est du blabla, il n'y a rien de fou. Il y a juste un truc, ça me permet de faire un petit rappel sur les NACO, hein, vous savez, c'est les anticoagulants oraux. Leurs indications sont précises pour vous au niveau cardio, au niveau embolie pulmonaire, on peut les utiliser dans certains cas.
En orthopédie, vous retenez qu'on ne les utilise que dans la chirurgie programmée de l'arthrose, d'accord? Donc, c'est-à-dire une prothèse de genou, une prothèse de l'arthrose des membres inférieurs, pardon, donc de prothèse de genou, prothèse de hanche, d'accord? Sachant que vous avez, qu'est-ce que je veux dire, pas d'indication pour la traumatologie, d'accord? Donc, si on vous demande, ben, c'est hors de question. Donc, ça, c'était le petit aparté là-dessus. Et je crois que je suis repassé encore sur la diapo. Ouais, okay. Et ensuite, le cas numéro 3, un patient jeune, sportif, qui est motivé par la chirurgie, qui a une lésion isolée. Là, c'est vraiment le traitement idéal pour la chirurgie programmée, sachant que pour l'instant, il y aura des études qui sont en train d'essayer de voir, mais on ne répare pas des ligaments isolés du pivot central en urgence. D'accord, on ne peut pas venir direct au bloc opératoire. C'est une chirurgie qui est programmée en urgence. En urgence différée si vous avez des plans latéraux et voilà, sachant que le ligament croisé antérieur ou postérieur, c'est des choses qui sont réparées après kinésithérapie, physiothérapie, assouplissement du genou pour avoir un genou le plus normal possible et renforcement musculaire. D'accord, les patients qui auront une kiné préopératoire vont beaucoup mieux que ceux qui n'en ont pas eu. D'accord. La rééducation préopératoire, c'est ce que je suis en train de vous dire. Et sachant que la ligamentoplastie, vous retenez, il y a plein de techniques qui sont possibles, vous n'avez pas à les savoir. C'est vraiment affaire d'école, mais en gros, vous savez que vous pouvez prendre des ligaments un peu partout dans le corps humain, sachant qu'il y a 2 techniques principales qui sont utilisées. La rééducation, elle est spécialisée, d'accord, quand vous avez ça, vous ne pouvez pas faire avec un kiné qui n'est pas habitué, avec un réentraînement à l'effort qui est séquentiel, qui est très particulier. Donc ça, il faut l'avoir en tête, hein, on ne lâche pas les gens dans la nature après la rupture du LCA, d'accord. Arrêt de sport, on le reprendra très, très progressivement. Là, je vous l'ai remis. Donc, apparemment, il faut que je dise AOD, donc anticoagulants oraux, sachant que, voilà, donc c'est effectivement l'appellation anglaise que j'ai mise là, c'est péché, pardon. Alors, attendez. Donc, voilà, juste pour pousser une histoire au niveau de la technique. Donc là, vous avez votre ligament croisé antérieur qui est zingué. Ça, c'est le DIDT, c'est droit interne demi-tendineux. En gros, vous voyez, ça, c'est un petit truc qui permet de récupérer ce tendon ici et de s'en servir pour la réparation. D'accord. Vous avez une autre technique, c'est le Kenneth Jones. C'est-à-dire que vous prenez une partie du tendon patellaire avec les insertions osseuses. Et en tout cas, vous avez un des 2 trucs. C'est les 2 techniques qui sont principalement réalisées en France, qui vous permettent ici, vous voyez, là, on fait un tunnel dans le tibia et dans le fémur qui permettent de retendre le ligament croisé antérieur après l'avoir un petit peu grignoté avec des instruments d'arthroscopie pour enlever les séquestres non cicatrisés. Donc, là, vous voyez, c'est justement les tendons au niveau postérieur, d'accord. Donc ça, vous avez le biceps, la portion longue ici et la portion courte qui est la face postérieure du fémur qui s'attache sur la tête de fibula. Et derrière, vous avez ici les tendons de la patte doigt qu'on peut récupérer pour venir faire, en fait, en les repliant les uns sur les autres. Vous voyez, on les replie l'un sur l'autre pour faire des choses très résistantes. Ce qu'on fait, donc vous voyez, on fait un tunnel dans le tibia, un tunnel dans le fémur, et par des jeux de fils et de couture, eh ben, on fait passer le ligament dans le bon trajet, sachant que le trajet est très important, et on vient le stabiliser avec des vis à la fin pour recréer la tension du LCA. Voilà. Donc ça, c'est ce que ça donne en arthroscopie. Donc ça, c'est la greffe du LCA. Et quand on a une radio, si vous voyez ça, ben, c'est pathognomique, on va dire, de la réparation. Vous voyez, ça, c'est les endoboutons, c'est-à-dire ces petites plaquettes qui vont venir mettre et maintenir le ligament en tension réparé. D'accord. Voilà. Les complications, ben, en gros, si jamais vous avez des entorses bénignes, il n'y a pas grand-chose. Vous retenez que le ligament latéral externe, il est plutôt chirurgical. Si jamais on ne le répare pas, malheureusement, vous pouvez avoir une instabilité latérale et donc, du coup, vous pouvez avoir une arthrose secondaire, particulièrement sur le ligament latéral externe. Et bon, comme d'habitude, vous pouvez avoir les thromboemboliques sur tout ce qui est orthopédique du membre inférieur. Des complications d'immobilisation. Faites vraiment très attention, il y a vraiment la raideur articulaire, ça c'est très très important du coup de rééduquer ces gens parce que c'est vraiment fréquent de les voir arriver avec une raideur en flexion. Et si jamais vous avez une rupture du LCA qui est non traitée, qui est négligée, vous allez avoir une laxité ligamentaire, une instabilité, des entorses à répétition. Les ménisques vont être du coup au premier plan pour encaisser les chocs, vous pouvez avoir des lésions méniscales externes, l'arthrose et évidemment
le stade ultime, c'est l'arthrose fémoro-tibiale, puisque vous avez un tibia qui est ballant en fait dans sa capsule et qui donc du coup va s'abîmer au niveau cartilagineux. D'accord. Voilà, ça c'est sur le LCA. Guillaume, il y a des questions sur sur les ligaments? On va les garder pour la discussion. Où est-ce qu'on en est à peu près dans la présentation en termes de slides? On a quasi fini parce que la suite, c'est vraiment pour qu'ils puissent bien voir au niveau des fractures à quoi ça ressemble au niveau du tibia et du fémur. D'accord, on te laisse continuer et on posera toutes les questions en même temps à la fin. Ouais, allez, parfait. Donc, les fractures autour du genou, donc c'est surtout histoire de vous montrer beaucoup d'iconographie et quelques petites explications sur la prise en charge. Donc, soit vous avez le plateau tibial ici, soit vous avez le fémur distal. En gros, c'est les deux options autour du genou qu'on peut vous poser. En général, ça sera plutôt dans des dossiers, soit dans des dossiers progressifs de réa. Vous avez un polytraumatisé, il faut le stabiliser, il peut avoir la rate, et puis à côté de ça, il aura peut-être une lésion, une fracture ouverte, par exemple, du plateau tibial. Sinon, c'est surtout des questions isolées. Donc, les problèmes, c'est l'axe, d'accord, qu'il faut restaurer, parce que si on a un trouble d'axe, il peut y avoir des troubles de la marche, une boiterie, de l'arthrose secondaire, hein, puisque vous induisez un varus ou un valgus traumatique, d'accord. L'articulation, l'arthrose, hein, les lésions qui sont associées, vous pouvez avoir une fracture du plateau tibial et un ménisque associé. Et puis, comme vous êtes sur une fracture qui sépare le cartilage très souvent, vous avez de l'arthrose traumatique, donc secondaire, qui peut apparaître. Suivant la comminution et suivant la localisation, on peut avoir des problèmes de consolidation. Vous allez le voir, c'est surtout au niveau du fémur distal. Et en gros, au niveau de ce qu'il faut retenir, c'est que c'est les problèmes qui sont à côté. Donc, si vous êtes chez un sujet jeune, ce que vous disiez, c'est la haute énergie, vous allez avoir un polytrauma, il y a des lésions vitales, les orthogravités, avec l'ouverture cutanée, la souffrance vasculaire et plus ou moins nerfs, sachant que c'est un peu rare. Et si vous êtes chez un sujet âgé, pardon, le problème, c'est le risque de décès, d'accord, parce qu'on va le voir, mais le plateau tibial, c'est assez rare chez le sujet âgé. Ce qui est plus fréquent, c'est les fractures des condyles fémoraux. Et ça, c'est aussi terrible que les fractures du col du fémur et des fractures trochantériennes, puisque vous avez aussi la même mortalité. D'accord. Donc, en gros, en premier lieu, le versant tibial, en gros, c'est l'effet bélier de votre fémur qui va venir impacter le plateau tibial. Donc, soit c'est une chute de hauteur, soit c'est typiquement le piéton avec le pare-choc qui est pile à la bonne hauteur pour vous zinguer le plateau tibial. Et comme c'est un choc direct, en général, vous pouvez malheureusement avoir des lésions cutanées, des lésions d'écrasement, qui font que c'est des fractures qui sont redoutables à traiter avec des risques infectieux cutanés majeurs. D'accord. Donc, en gros, c'est pour vous montrer, parce qu'en orthopédie, on est des gens simples, pour que vous voyez comment ça fonctionne. Sur un tibia, j'ai ma tubérosité externe, ma tubérosité interne, mes épines, d'accord. Et à partir de ça, je varie les plaisirs, d'accord. Donc, ça, c'est une fracture tubérositaire externe. Ici, j'ai une fracture tubérositaire interne. J'ai ici abîmé mes épines, donc j'ai une fracture spinale, d'accord. Si j'ai un fragment associé, ben, j'ai du spino-tubérositaire interne, puisque je suis du côté opposé à la fibula qui vous indique où on est. Si j'ai que les deux tubérosités, ben, je suis sur une fracture bitubérositaire. Si j'ai une fracture métaphysaire et de la tubérosité externe, ben, je suis sur du métaphyso-tubérositaire. Sachant qu'il y a un truc qui est important à savoir et qui est redoutable dans les lésions du plateau tibial, c'est les fractures par enfoncement. D'accord. Comme vous voyez ici, en fait, votre cartilage, comme c'est une zone qui est très très spongieuse dans le tibia ici, ça va s'enfoncer comme si vous écrasiez un morceau de sucre, en gros. Donc le cartilage va s'effondrer. Vous allez avoir un décalage intra-articulaire qui est responsable d'arthrose et en plus, le cartilage lui-même souffre. D'accord. Donc à partir de ça, vous avez cette classification qui vous permet de vous en sortir en fait en décrivant tout simplement où est le trait de fracture. D'accord. Donc toujours la peau, toujours sur le tibia proximal parce que c'est notre hantise. Toujours les lésions associées, en fonction de si c'est plutôt aigu ou plutôt tardif, les ménisques, les ligaments. Vous faites toujours une radio et sachant qu'il y a un truc que vous retenez, scanner, ça rime avec articulaire. Tout ce qui est articulaire en orthopédie, ça nécessite un scanner. Si vous avez une fracture articulaire du poignet, si on vous demande si on peut faire un scanner, c'est oui. Si vous avez une fracture de la tête radiale qui passe au travers de la tête, c'est un scanner. Si vous avez une fracture qui passe au niveau de l'humérus proximal et qui sépare l'articulation, c'est un scanner. Et donc, vous l'avez aussi au niveau du tibia et du fémur distal parce que ça permet d'analyser les fragments et comment on va pouvoir les remettre en place
dire quelle incision, quelle voie d'abord on va pouvoir faire, et d'estimer parfois aussi juste si c'est une fracture qui est très peu déplacée, de savoir si on la tolère ou s'il faut l'opérer. Voilà. Donc en gros, là je vous remets des petits trucs pour que vous visualisez bien. Donc ça, type 1, tubérosité latérale, hein, vous voyez, donc sur la radio, on voit toujours évidemment mieux au scanner, hein, donc c'est la fracture de la tubérosité ici. Vous avez le petit signe de l'échancrure qui vous dit qu'on est sur le côté externe pour ne pas vous planter. Ensuite, vous avez ici le type 2, d'accord, c'est-à-dire que vous voyez ici, vous avez une séparation du côté externe avec un enfoncement. Donc là, vous voyez, vous avez bien ce fragment qui s'est enfoncé, vous avez une condensation qui a montré que toute cette zone qui est très spongieuse s'est impactée, d'accord. Et en plus de ça, vous avez ce trait de fracture qui sépare la tubérosité, et on sait qu'on est sur le côté externe parce que vous avez votre petite niche ici, d'accord. Donc ça, c'est un autre exemple hein, du même type. Enfoncement ici, et puis séparation, d'accord. Le type 3, c'est l'enfoncement pur, d'accord. Donc vous voyez, je n'ai pas ici de fracture qui sépare la tubérosité, j'ai juste le plateau tibial avec ma petite échancrure ici qui dit que c'est le plateau externe qui s'est enfoncé. Le type 4, c'est spino parce que on est tout bête, hein, ça passe dans les épines ici, donc vous voyez, ça passe dans l'épine et ça sépare la tubérosité, donc c'est spino-tubérositaire médial ici, d'accord. Vous voyez, on est de l'autre côté de la petite échancrure, donc on est du côté médial ici. Le type 5, c'est bitubérositaire. Alors, c'est difficile de faire du bitubérositaire pur, c'est-à-dire que en général, ça passe quand même toujours par les épines, mais bon, enfin, c'est la théorie. Donc là, c'est du spino-bitubérositaire. Donc, ça fait un nom bizarre, mais spino-épine, bitubérositaire, les deux ont été zingués. Donc, vous ne pouvez pas, au final, vous planter, ou une fois que vous avez la tubérosité et les épines, vous composez, vous ne pouvez pas vous faire avoir. D'accord. Et la dernière, c'est, donc vous voyez qu'il y a une fracture dans la métaphyse, et vous voyez qu'il y a une fracture associée ici dans la tubérosité latérale, et puis vous ne vous ferez pas avoir. Si jamais on vous en parle, vous avez aussi une fracture de la tête de la fibula, et comme je vous avais dit, ici vous avez un déplacement qui est majeur Oui, avec une ce fracture serait du bien. col de la fibula, donc il faut vraiment dans ce cas-là vérifier que vous n'ayez pas de déficit dans le territoire du nerf péronnier, d'accord, qui passe juste derrière, là, au niveau du col de la fibula. Et vu le déplacement, c'est pas impossible qu'il y ait une lésion, d'accord. Donc la chirurgie, vous verriez vraiment le plaisir avec ce qu'on utilise. Essentiellement, ce qu'il faut faire, c'est restaurer l'articulation. Là, vous voyez, il y a un enfoncement ici avec une fracture complexe métaphysaire, tubérositaire externe. Donc vous voyez, là, on a réussi à recréer une articulation à peu près normale. Donc ça, c'est impératif avec des patients qui vont mettre pas mal de temps à récupérer. D'accord. Si c'est des fractures qui sont simples, on peut se contenter juste de 2 vis. Enfin, voilà, on peut faire plein de trucs. Si jamais il y a des lésions qui sont compliquées, là, vous voyez, ça a été atteint de l'autre côté, donc on va stabiliser avec une plaque aussi de l'autre. Mais bon, enfin, ça, vous n'allez pas le savoir. Mais en gros, voilà, vous pouvez faire des ostéosynthèses diverses et variées. Sur les suites, ce qui est important, c'est de relever si jamais il y a un enfoncement. Vous faites une synthèse du reste, toujours la peau. Les infections sont très très fréquentes sur les fractures du plateau tibial parce que c'est des lésions par écrasement, la peau a souffert et souvent vous avez des désunions cicatricielles, une exposition du matériel, donc ça fait des traitements compliqués avec des antibiotiques au long cours. Peut-être que Laure, je crois que tu me disais que potentiellement faire un rappel sur les infections ostéo-articulaires, peut-être, ça pourrait être une bonne idée, parce que c'est pas forcément ça. Ouais. Donc, next time. Les lésions associées, toujours, hein, c'est l'orthopédie, donc les ménisques, les ligaments, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui ont trinqué? En général, l'appui est interdit, d'accord, sauf si vous avez vraiment une fracture très transversale au niveau que du tibia, mais bon, enfin, c'est pas le sujet là. Sachant que, retenez un truc, la synthèse, elle est faite pour bouger, d'accord? C'est-à-dire que si on met du matériel à quelqu'un, c'est pour pouvoir être stable et le faire, pas forcément appuyer parce que c'est pas assez solide, l'inox, même le titane, mais par contre, c'est fait pour faire de la kiné tout de suite et pour éviter d'être enraidi, d'accord? Et évidemment, les complications, c'est l'arthrose, les douleurs chroniques, puisque vous avez atteint l'articulation, d'accord? Sur le versant fémoral, cette fois, on termine là-dessus. Donc, vous voyez, c'est un peu le pendant, mais au niveau du fémur distal. Sachant que la classification, vous n'avez pas à savoir les 3A, les 12B, là. Surtout, ce que vous retenez, c'est que j'ai 2 condyles, d'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fracture au-dessus? Est-ce que je fracture un condyle? Ou bien est-ce que je fracture au final au-dessus et entre, d'accord? Donc, en gros, si c'est au-dessus, je suis suscondylien. Si je sépare un condyle, c'est du condylien. Et si jamais je fracture les deux, bah, c'est du bicondylien, c'est vraiment de l'orthopédie basique, d'accord. Donc ça vous permet d'économiser des neurones en fonction du trait de fracture.
retenez pas les choses par cœur, vous voyez juste en fonction de par où ça passe et vous avez votre description. D'accord. Donc le scanner hein, comme vous pouvez voir sur une radio, bon, c'est sympa les radios, mais bon, maintenant on a des choses qui nous permettent d'être très précis et de savoir où on va. Donc là, ce qui est important, par exemple, si jamais on demande de la décrire, c'est une fracture qui passe au-dessus des condyles, d'accord? Donc c'est une fracture suscondylienne. Vous voyez qu'il y a un trait de fracture qui sépare les deux condyles. Donc c'est une fracture sus et intercondylienne, d'accord? Donc voilà, c'est une fois que vous avez vos termes, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc une supracondylienne en exemple, donc vous voyez là, j'ai pas du tout séparé ici mes condyles, elles passent vraiment au-dessus. Donc ça c'est une supracondylienne pure. Vous voyez que l'os est un peu transparent, très probablement malheureusement c'est un sujet âgé. Là, c'est une fracture unicondylienne. Hein, vous voyez, vous avez une fracture qui passe ici et qui vient séparer le condyle médial. Si jamais vous avez donc la sus intercondylienne dont on parlait, donc vous voyez, là j'ai fracturé au-dessus des condyles, j'ai un trait de fracture qui sépare les deux condyles, et après, donc du coup, on a réparé un peu comme on a pu, en espérant que ça consolide ici. D'accord. Après, vous pouvez avoir plein de choses. Hein. Vous avez ici une fracture en diaphyse, vous avez une fracture ici qui passe là où je mets la souris en supracondylien, et vous avez aussi un trait de fracture qui sépare les deux condyles ici, qu'on voit un petit peu difficilement, donc vous mettrez peut-être un scanner. De toute façon, vous avez un truc qui vous signe que vous avez une fracture intercondylienne, puisque sur le profil, là, vous voyez, il y a un condyle ici, et puis vous avez un condyle là, donc forcément, c'est que vous avez quelque chose qui les sépare. D'accord. Voilà. Les suites, le but, c'est de restaurer l'articulation, un peu comme sur le plateau tibial. Donc, c'est en premier lieu ce qu'il faut faire. Comme vous avez zingué l'articulation, ben, là, vous voyez arthrose et douleur, malheureusement. Pareil, la synthèse, c'est fait pour bouger. L'appui est interdit en général. Et sachant qu'il y a un truc qu'il faut que vous reteniez absolument, c'est que c'est comme les extrémités supérieures du fémur. Quand vous avez une fracture condylienne chez le sujet âgé, malheureusement, c'est 30% pardon, de mortalité dans l'année. D'accord. C'est parce que malheureusement, ils font des syndromes de glissement, ils ne peuvent pas se reverticaliser, ils font une amyotrophie et malheureusement, ils font toutes les complications de décubitus. Voilà. Voilà. Je vous remercie. Ça, c'est Marseille. N'hésitez pas à venir pour vous déconfiner. Eh ben, merci beaucoup pour ce cours de forme de fracture. C'est vraiment sympa de prendre du temps pour aider la relève à réussir son ECN. Bon, c'était très clair. Hein. Moi-même, j'ai appris des trucs, mais ça vous étonne pas parce que je suis pharmacien. Nous a rejoint Laure Vergeron, qui est l'autre initiateur de cette masterclass. C'est très joli ce que tu nous fais là avec l'écran, j'y sais. Qu'est-ce qui se passe? Alors attends, je vais essayer de... Donc Laure nous rejoint pour animer la partie questions-réponses. Voilà, bonne idée. Excellent. Laure, si tu es toujours là, est-ce que tu peux... Je suis là. Je ne sais pas du tout ce que donne mon son. Si c'est trop affreux. On m'entend bien. Très bien, formidable. Merci beaucoup, Jean-Camille, c'était super. Et merci à tout le monde d'être venu. J'en profite pendant que vous n'êtes pas encore partis pour vous encourager à partager ces webinars parce que comme on ne paye personne, la seule façon de recruter des gens cool, c'est soit qu'ils soient extrêmement généreux comme Jean-Camille, soit de leur dire qu'ils vont parler à des externes de toute la France. Donc, si vous invitez vos potes, eh ben, on touche plus de gens sympas dans plein de CHU en France. Voilà. Je te pose les questions. Yes. Alors, la première gamme de questions, c'est des questions d'imagerie. Il y avait pas mal de doutes autour de quand est-ce qu'on fait l'angio-TDM. Est-ce que c'est quand il y a une suspiciluxation? Est-ce que si on a une clinique évocatrice, on le fait tout de suite sans la radio? Et moi, j'avais une nuance en plus qui était, est-ce que dans les fractures du plateau tibial qui sont déplacées mais qui ne sont pas des vraies luxations, on le fait aussi? Alors, non, dans les fractures du plateau tibial simple, sans un déplacement majeur, et sans point d'appel, c'est-à-dire si vous avez les pouls distaux, c'est des fractures parce que quand même, l'air de rien, l'artère poplitée, elle passe quand même assez loin, d'accord, c'est quand même plusieurs centimètres derrière, c'est quand même assez proche, mais pas. Donc il faut vraiment que vous ayez un déplacement majeur, donc c'est vraiment sur ce qui a zingué les coques ou les points d'angle postérieurs ou les coques condyliennes avec des traumatismes qui sont à haute énergie parce que vous avez une translation postérieure en fait du fémur ou du tibia qui font que vous allez appuyer sur l'artère poplitée, d'accord. Évidemment, si vous avez une luxation, c'est systématique, d'accord.
parce que vraiment il y a des lésions occultes. On peut très bien, comme je vous l'ai montré, on peut avoir des poux pédieux et rétromalléolaires qui seront présents, alors que vous avez une lésion intimale qui va progressivement disséquer et créer secondairement des anévrismes et du coup emboliser en distalité. D'accord. Donc c'est vraiment quand vous avez déplacé. Moi je dirais à l'internat, si on vous met une pintade, si on vous met une luxation postérieure du une luxation pardon du genou quelle qu'elle soit, antérieure ou postérieure. Et puis aussi si on vous met une radio où vous avez un tibia proximal qui a plus de je sais pas 5 cm de déplacement ou un fémur aussi, effectivement si vous avez ça à l'internat, il faut effectivement prescrire. De toute façon, c'est des gens qui seront en général, sauf la personne âgée, qui seront sur des traumas à haute énergie et qui auront tout le bilan du polytrauma avec le body scanner. Donc, il faudra demander des coupes d'angioscan sur les membres inférieurs. Ok. Et donc, la question d'après d'imagerie, c'est de savoir si on fait toujours. Est-ce qu'on peut faire le scanner en première intention, en fait? Ou est-ce qu'on le fait uniquement une fois qu'on a une radio qui revient positive pour une fracture? C'est Jocelyn qui demande ça. On fait toujours la radio en premier lieu, d'accord? Parce que si vous avez, enfin, déjà c'est très difficile de savoir ce qui se passe parce que les fractures on les traite à peu près en urgence. Donc on ne peut pas se dire on va attendre une semaine pour qu'il ait moins mal et que je sache exactement ce qui se passe. Donc d'abord la radio, parce que la radio peut très bien vous dire, comme vous ne pouvez pas savoir à l'examen clinique s'il y a une hémarthrose parce que c'est trop douloureux, on peut pas. L'hémarthrose c'est quand vous allez avoir quelque chose d'intra-articulaire. Hein. Donc effectivement ça guide, mais vous allez avoir quelqu'un qui hurle parce que les fractures du tibia ou du fémur c'est très douloureux, vous n'allez pas pouvoir les examiner. Tout ce que vous allez pouvoir faire c'est un peu palper pour voir où ils ont mal et centrer les radios sur les zones douloureuses. D'accord. Donc d'abord radio et en fonction de la tête de la radio, quand on suspecte une atteinte articulaire, effectivement, il faut faire un scanner. Ok, super. On change de registre. Il y avait une question sur l'immobilisation post-synthèse. Alors, dans ta diapo, tu disais après qu'on mobilise très rapidement. La question de JP, c'était est-ce qu'on plâtre, est-ce qu'on met une attelle, est-ce qu'on a le choix, est-ce que nous, on doit savoir ça? Moi, je pense que si on vous demande quelque chose sur le post-opératoire, c'est si c'est quelqu'un qui a été synthésé, il faut favoriser la mobilisation. D'accord. Donc il y a toujours une attelle, on en met toujours des attelles antalgiques pour les 7 à 10 jours post-op où les gens sont douloureux, juste pour la douleur, mais après il faut les mobiliser rapidement. L'attelle, vous pouvez la retirer entre les séances de rééducation. En fonction de votre fracture, en fonction de votre voie d'abord, vous pouvez soit volontairement pour la voie d'abord inciser des muscles ou des tendons pour pouvoir voir la fracture et donc du coup eux pour récupérer. Par exemple sur une fracture sus et intercondylienne, il va falloir passer dans le tendon quadricipital parfois et lui il faut bien qu'il cicatrise et le temps qu'il cicatrise vous avez une sidération du quadriceps, donc vous avez un patient dont le genou peut lâcher parce qu'il n'a pas d'extension active. Donc du coup le temps qu'il s'en remette, c'est à peu près 6 semaines, il faut effectivement garder une attelle. Mais retenez qu'effectivement le plâtre, c'est vraiment quand vous avez une fracture non déplacée qu'on traite de manière orthopédique, d'accord. Quand on a synthésé, ou alors on va vous dire, mais bon, ce serait vraiment salaud de vous dire ça, mais on va vraiment vous dire, le chirurgien n'est pas content de sa synthèse et était particulièrement instable pendant l'intervention. Prescrivez-vous effectivement une contention, donc oui, mais bon, on vous le dira jamais comme ça, je pense. Attention, il y a un piège dans l'énoncé, parce qu'un chirurgien qui n'est pas satisfait de son travail, j'en connais pas. Effectivement, particulièrement moi, qui suis un des meilleurs au niveau à la rigueur, international. Donc, pas de dépassement d'honoraires. Alors, oui, ensuite. Je pars sur un autre. Je reste dans la même ligne. Après, on part sur les manœuvres articulaires. Il y a Matt qui demande on anticoagule jusqu'à quand? Est-ce que à partir du moment où ils ont l'appui, on arrête l'anticoagulation ou comment on fait? Sur quoi? Les lésions ligamentaires? Sur une synthèse. Si tu as synthésé et que tu les immobilises. Oui. Toute fracture du membre inférieur, elle est théoriquement anticoagulée, donc pas par anticoagulants oraux, vous l'aurez compris, donc par héparine en général, sauf souci particulier par héparine de bas poids moléculaire, jusqu'à reprise de l'appui. D'accord. Alors, ça, il faut le mettre, effectivement. C'est évidemment à pondérer chez certains patients, parce que bien évidemment, si vous avez quelqu'un, par exemple un paraplégique, il n'a pas d'appui, et pourtant, ce n'est pas des gens qui vont avoir une anticoagulation à vie. D'accord. Donc, en fonction de
votre pratique clinique, ça c'est pas pour l'internat. On arrêtera peut-être les anticoagulants, mais vous, il faut savoir que toute fracture du membre inférieur, elle est anticoagulée jusqu'à reprise d'appui, et en général, c'est 6 semaines, d'accord? Si c'est sur de la chirurgie programmée, comme une prothèse de genou, une prothèse de hanche, il y a des recommandations, ça en fait partie des rares recommandations de l'orthopédie, c'est 30 jours, d'accord? C'est un mois en post-opératoire. Ok, super. On change de registre, il y avait des questions sur le jerk test. Oui. Il y a Rodrigue qui demandait à combien mettons la flexion sur un jerk test, 20 degrés comme sur ton dessin? Il n'y a pas de critères précis, d'accord, mais effectivement, c'est une vingtaine de degrés, parce qu'effectivement, vous ne testez que la zone d'efficacité du ligament croisé antérieur. Il ne faut pas les mettre à 90 degrés, parce qu'après, il y a d'autres choses qu'on teste. C'est effectivement une vingtaine de degrés. En fait, c'est des tout petits mouvements, hein. Quand vous faites le jerk test, vous faites la rotation interne et le valgus. Et en fait, c'est vraiment tout petit, hein, comme amplitude. On fait extension, un tout petit peu de flexion, extension, et on sent vraiment aux manœuvres de flexion-extension dans cette position forcée en rotation interne valgus, on sent le tibia qui se subluxe au niveau du fémur. Voilà. Super. Et Tiffen qui demandait aussi, on considère que le jerk test est positif quand on a une hyperlaxité à l'hypervalgus flexion-rotation. Le jerk test, il est positif quand vous avez la sensation de ressaut lors de la manœuvre. D'accord ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sent que vous avez un plop, au final, un peu comme si on luxait, je sais pas, un humérus, une hanche, quand vous sentez le ressaut en fait rotatoire, c'est ça le terme, eh bien le jerk test est positif. Mais tu vois, ça c'est une réponse d'orthopédiste, parce que nous, dans nos questions, ils nous disent hypervalgus, flexion, rotation, et on est très en difficulté devant ça. C'est-à-dire C'est-à-dire, si la proposition est ça, le jerk test signe la positivité d'une hyperlaxité à l'hypervalgus, flexion, rotation. D'accord. Est-ce que c'est bien ça la description du mouvement, en fait? Est-ce que c'est bien un valgus, flexion, rotation? Le mouvement, c'est effectivement flexion, donc une légère flexion, en rotation interne et en valgus. Ouais. Sachant que, bon, on peut accepter, normalement, il faut dire, sans ressaut rotatoire, ça c'est la positivité du test, d'accord? Mais si on vous dit une hyperlaxité, bon, c'est un peu la même idée. Donc je dirais oui, si on vous met hyperlaxité en rotation interne, valgus, flexion, c'est bon, quoi. Ok, super, merci. Les questions d'après sont moins atroces, mais celle-là, c'est probablement un item qui est tombé dans une fac. Est-ce qu'il est possible d'expliquer les types d'arrêts à l'examen du genou, donc sur les tiroirs, un arrêt dur, mou et retardé? C'est pas facile, hein. Je pense que si on vous pose ça, c'est vraiment pas sympa. Vraiment, le truc typique qu'on peut vous poser, parce que c'est typique, c'est vraiment l'arrêt mou du ligament croisé antérieur qui est rompu au niveau du tiroir, quoi. Voilà. L'arrêt dur retardé, vous pouvez théoriquement l'avoir sur les lésions partielles du ligament croisé antérieur, sur le ligament croisé postérieur, donc c'est quand même assez peu sensible, d'accord? En revanche, si on vous dit un arrêt mou à la manœuvre du tiroir antérieur, c'est quand même très probablement un LCA. Ok. Et l'autre question, c'est est-ce que le Lachman est bien à 10 à 20 degrés en flexion est un signe de lésion du LCA et le tiroir à 60-90 degrés de flexion signe une atteinte du point d'ancrage postéro-interne ou du point d'ancrage postéro-externe? Donc, effectivement, le LCA, il est vraiment testé à 20 degrés, d'accord? Quand on fait les manœuvres de tiroir antérieur à 60 ou 90 degrés, plus on fléchit, en fait, et plus au final, ce sont les éléments stabilisateurs postérieurs qui rentrent en jeu, d'accord? Donc, effectivement, plus on va à 60-90 degrés, et moins on teste que le LCA, d'accord? Donc, il y a une forme, en gros, de gravité à avoir une laxité, enfin un tiroir majeur, à 60 voire 90 degrés, parce que ça veut dire que probablement on a zingué d'autres choses. D'accord? Mais Ok. vraiment, si on vous pose une question sur le LCA, les deux trucs à peu près typiques, enfin le truc à peu près typique, c'est le Lachman à 20 degrés, et le truc pathognomonique, c'est le jerk test. Ok, super. Et après, j'ai deux questions qui sont un peu out. Arel demandait
Concernant l'anatomie des loges musculaires de la jambe, il y en a bien 4 antérieures, latérales, postérieures, profondes et superficielles. D'accord. Alors, au niveau de la jambe, hein, donc j'imagine que c'est pour les histoires de syndromes compartimentaux, enfin les syndromes de loge. Donc vous avez la loge antéro-externe, d'accord, dans laquelle vous avez le jambier antérieur et les extenseurs, d'accord. Vous avez la loge superficielle, hein, qui est la loge entre la peau et les gastrocnémiens, d'accord. Et ensuite vous avez deux loges profondes qui sont les loges entre les gastrocnémiens et le soléaire. Et vous avez donc vous avez la loge là, et vous avez une loge entre le soléaire du coup et les muscles fléchisseurs qui sont le jambier postérieur et les fléchisseurs des orteils. Donc effectivement, il y en a 4. Ok. Et la dernière question. Et donc oui, pour très rapidement, quand vous avez un syndrome de loge, le traitement, c'est aponevrotomie de toutes les loges. D'accord. Donc si jamais on pose la question, il faut ouvrir toutes les loges quand on a un syndrome de loge de jambe. Ok. En préventif, en fait. Du coup, moi, je te demande, mais parce que s'il a une loge qui est hyper tendue, les autres vont. Alors, le syndrome de loge, alors c'est très difficile de savoir laquelle est tendue. Hein. Donc c'est pour ça qu'on ne prend pas de risque. Le syndrome de loge, quand vous êtes au stade initial, en gros, c'est douleur non calmée par les morphiniques. Donc quand c'est comme ça, il faut, j'en sais rien, s'il y a un plâtre, il faut retirer le plâtre, il faut surélever, mais attention, il faut surélever modérément, hein, c'est-à-dire qu'il faut surélever jusqu'au niveau du plan du cœur pour favoriser le retour veineux. Pas plus, parce que sinon, en fait, vous aggravez en fait les phénomènes d'hyperpression musculaire. Ça, de la glace, est surveillé presque à la minute près, parce que si jamais vous commencez à avoir des troubles de la sensibilité, ça commence par des paresthésies et ensuite des troubles de la sensibilité. Dès qu'il y a des paresthésies, ou bien que vous avez des douleurs non calmées par les morphiniques qui se prolongent malgré les mesures conservatrices, pardon, il faut aller au bloc opératoire et faire, donc suivant l'adage reconnu et recommandé, aponevrotomie large de toutes les loges musculaires. D'accord. Sachant que dès que vous êtes, si jamais on vous dit douleur extrême avec paresthésie, vous savez qu'il n'y a même pas de procédure conservatrice, on va y arriver, à faire. Il faut direct aller au bloc parce que les paresthésies sont un signe de gravité. D'accord. Si vous avez des troubles de la sensibilité, voire de la motricité, malheureusement, en général, on est à un stade qui est dépassé. Les patients ne récupèrent pas forcément bien, voire pas du tout. Mais bon, il faut quand même faire l'aponevrotomie. Et alors, Tiffen demande si on leur fait une antibioprophylaxie quand on fait des aponevrotomies. Pas nécessairement, non. Ok. Et la dernière question. Il vous pose ça parce que c'est vraiment un truc. Ok. Très précis. Tu serais surpris. Et la dernière question, c'est un cas clinique proposé par T. Arnaud, qui est sur une triade avec luxation, par exemple, on fait une radio et une TDM injectée d'emblée, lésions vasculaires et articulaires, et chirurgie urgente sans IRM, parce qu'en fait, on ne verra rien à l'IRM ou pas. Moi, ça a coupé. Tu disais? Pardon, tu m'entends? Oui. Je disais, s'il y a une triade avec luxation, est-ce qu'on fait la radio, la TDM injectée et on va au bloc direct sans l'IRM, ou est-ce qu'on fait quand même l'IRM, sachant qu'avec l'inflammation, on pense qu'on ne verra rien? Si jamais vous n'avez pas de lésions identifiées urgentes, hein, genre les lésions vasculaires, il faut toujours, dans l'absolu, faire une IRM, d'accord, parce qu'on ne sait pas sur quoi on part. Et notamment, bien évidemment, pour le chef de garde, c'est toujours des patients qui arrivent à 2 heures du matin, parce que ça sent le vécu. Ils se sont déconfinés un peu rapidement, et c'est hors de question de réparer un ligament croisé antérieur, un ménisque à 2 heures du matin, parce que c'est du pratique, hein, c'est-à-dire que le matériel, il n'est pas forcément là, les infirmières ne sont pas spécialisées la nuit. Donc, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qui est urgent, donc en général le vasculaire. On met le patient, on réduit du mieux qu'on peut le tibia et le fémur si jamais il y a une luxation. On met dans un plâtre ou une attelle, on fait l'IRM et ensuite on programme ça en urgence différée dans la semaine, les 10 jours à venir. Ok. Voilà. Je tiens à dire qu'il y a 42 personnes qui sont restées jusqu'à la fin
et que je pense que c'est un signe. Mais d'ailleurs, Alice nous demande, c'est la dernière question peut-être, de clarifier s'il faut bien enlever le plâtre ou si on peut juste le fendre. Non, il faut l'enlever. Ok, parce qu'elle dit, dans une correction, ça disait qu'il n'y a que le chirurgien qui peut décider d'enlever le plâtre. Ça, j'imagine que c'est parce que dans la correction, ils avaient dû vous mettre ça et que ça doit être un chirurgien qui avait un peu son ego, et qui veut décider. Mais non, il faut vraiment enlever le plâtre. Le fendre, ça suffit pas. C'est trop grave, un syndrome de Loge. D'accord? Donc, il faut retirer le plâtre. Il faut pouvoir surveiller l'état cutané. Il faut pouvoir tester la sensibilité. Donc, ça, tu peux pas le faire avec un mauvais plâtre que tu viens de bivalver, quoi. Est-ce que tu prends encore une question? Ah oui, j'en profite aussi parce qu'on parlait antibioprophylaxie. Si on vous demande antibioprophylaxie, on ne peut vous demander qu'une chose, je pense, enfin, on peut en parler que dans un cadre, c'est que pour la chirurgie orthopédique qui concerne les os, dès qu'il y a une ostéosynthèse, une prothèse, il y a une antibioprophylaxie per-op, d'accord? Alors, en général, c'est des C2G, mais bon, enfin, c'est très précis, mais pour tout le reste, c'est vraiment de la cuisine, on ne peut pas vous demander ça, quoi. D'accord? Donc, en gros, on peut vous faire dire, bon, c'est quand même très précis, qu'on fait une antibio-prophylaxie, par exemple, sur une fracture du plateau tibial dont on a parlé, on vient exposer les os, on vient mettre du matériel. Effectivement, là, on fera une antibio-prophylaxie. Mais vous posez des questions très précises sur qu'est-ce qu'on fait en fonction d'allergie. Enfin, c'est vraiment les anesthésistes qui décident, hein. Donc, c'est très, très précis. Voilà. Eh ben, Je te fais la dernière, et Ouais. après les autres passent par le groupe. Est-ce qu'on fait le chousse dans les lésions méniscales du sujet jeune? Non, le SCHUSS, vraiment, c'est au niveau du bilan d'arthrose, d'accord? Donc, c'est avec un patient à peu près à une trentaine de degrés de flexion, parce qu'en fait, vos condyles sont pas purement sphériques, d'accord? Et donc, quand vous vous mettez en SCHUSS, vous découvrez au final l'intérieur intra-articulaire, et vous voyez bien, effectivement, l'épaisseur du cartilage à ce niveau-là. Et c'est d'autant plus intéressant le SCHUSS que quand, en fait, vous mettez en SCHUSS, eh ben, c'est en gros quand vous marchez, quand vous montez des escaliers, vous pouvez descendre. Donc, du coup, c'est les zones qui sont en contrainte et qui font mal quand on a de l'arthrose. Et si ces zones-là montrent un pincement articulaire en chousse, c'est que vraiment, c'est les zones qui vous servent dans le genou au jour le jour, qui sont abîmées, qui sont donc peut-être en nécessité d'être traitées chirurgicalement par une prothèse. Ok. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour. Guillaume, je ne sais pas ce que tu en penses. oui, ça m'a l'air d'être un bon moment pour s'arrêter. Après une grosse session de questions-réponses, c'était très intense, très intéressant, vraiment top. Donc, j'espère elle vous aura été profitable. Je pense que j'ai l'heure de remercier donc, le docteur Jean-Camille Mattei, JC, pour son intervention et Laure Vergeron donc, pour l'animation des questions-réponses. C'était vraiment pertinent, intéressant. J'espère que ça vous aura servi. On pourrait remercier Guillaume, sans qui nous n'aurions pas cette plateforme, par ailleurs, parce que je pense qu'on ne l'a pas assez dit, mais c'est quand même grâce à toi qu'on est là. Ouais, non, c'est le contenu qui est important. Le contenant, c'est accessoire. Mais c'est gentil, je te remercie. Merci Guillaume, parce que sinon on était limité à 100 sur Zoom. Et oui. Et c'était fort pénible, parce que même si là vous êtes que 37, on a été beaucoup plus que 100 à plusieurs moments, donc merci beaucoup. Effectivement, on est beaucoup plus que 37 au départ, hein. On est parti de presque 200. Bref, pour terminer, donc le webinaire sera disponible sur YouTube une fois qu'il sera édité, mais dès qu'il sera disponible sur la plateforme de webinaire, vous recevrez un email automatique. Donc vous pourrez le revisualiser intégralement avec la partie questions-réponses. On travaille avec Laure et Jean-Camille au prochain topo qui devrait être sur le pied diabétique. On ne sait pas encore quand. Donc restez connectés sur le groupe pour savoir quand est-ce que ce sera. On fera l'annonce dans la semaine, je pense. Donc n'hésitez pas non plus à nous faire parvenir vos commentaires positifs comme plus critiques pour qu'on améliore l'exercice. Toutes les suggestions sont les bienvenues. Et une fois de plus, donc merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. On espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. En tout cas, c'est parti pour, vu le nombre de personnes qui ont participé. Et donc, on vous souhaite une très bonne soirée, Jean-Camille, Laure et moi. À bientôt. Salut.
Salut à tous. Merci. À plus, bonne soirée.